Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que le nouveau récit, ça m'a parlé en plus. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. J'ai toujours été intrapreneur ou entrepreneur, j'ai toujours eu des convictions, j'ai toujours essayé de les mener. Je crois pas que je suis activiste, je suis cohérent, j'espère, et je vais au bout des choses. Je suis profondément engagé sur les sujets. Toute ma carrière, j'ai adoré monter des collectifs sur des choses ambitieuses. Parce que ce que j'ai observé, en fait, c'est que quand on monte un collectif sur quelque chose qui paraît incroyable, impossible à faire, etc., et qu'on réunit des compétences autour de la table, Tribal, c'est vraiment un outil qui va permettre d'accompagner les transformations sociales et culturelles dans les organisations en libérant les énergies dans la durée avec toutes les parties prenantes. Et donc aujourd'hui, c'est une messagerie instantanée qui est éthique, éco-responsable. C'est la seule alternative française et européenne aux GAFAM qui va permettre de minimiser son impact environnemental dans le cadre de l'usage de ses communications dans son organisation, sans compromettre les données des utilisateurs, donc en respectant les enjeux de cybersécurité et éthique. Moi, de ma vision, dans le langue numérique, réinventer les GAFAM du jour au lendemain, voilà, ça va être un peu compliqué. C'est un peu le syndrome Quant où on a voulu faire mieux que Google, mais sans venir rajouter un nouveau récit ou des nouvelles fonctionnalités. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. Bienvenue à Nouveau Récit, Samuel. Je suis très très content de t'avoir. Comment vas-tu ? Merci à toi pour l'invitation. Je vais super bien. C'est marrant parce que je me souviens, c'était il y a à peu près un an, je crois, je t'avais contacté. Et je te disais, non mais Tribal, il faut absolument qu'il finance mon podcast. On s'était vu, on avait échangé, etc. À la fin, tu m'as dit, non, dégage. Tu me l'as pas dit comme ça. Et puis, évidemment, aujourd'hui, il était tout à fait normal que je t'invite. Non pas pour te forcer la main à sponsoriser de nouveaux récits. C'est pas là l'objet. Mais c'est évidemment, en fait, pour parler de toi et parler de cette aventure-là. À Nouveau Récit, on essaie d'analyser, de décrypter un petit peu l'évolution de ce monde et ses transformations, les exigences également de transformation à une époque assez tumultueuse quand même. On dira que toutes les époques sont tumultueuses, que les crises ne font que se succéder, mais qu'il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on arrive à les solutionner. Et donc, on est là pour échanger on est là pour échanger à la fois sur donc ces nouveaux modèles et les messages qui les accompagnent, considérant, et moi c'est mon postulat, tu me diras ce qu'il en est, mais que les entreprises sont un acteur vraiment très fort de transformation, que ces entreprises sont des acteurs sociaux, économiques, évidemment, politiques et citoyens. Ça c'est pour l'introduction. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est t'entendre, à commencer par deux choses. Qui est Samuel Leport, cofondateur de Tribal, et comment définis-tu Tribal? Merci pour l'introduction. Bon, en tout cas, le nom du podcast, c'est bien un podcast. Ouais. Nouveau récit, ça me parle beaucoup. C'est ce qui me motive, c'est les nouveaux récits, d'agir face aux enjeux que tu citais. On aura probablement l'occasion d'en parler, tous les enjeux de transition qu'on a devant nous. C'est à la fois passionnant. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la transformation d'organisation et d'entreprise. Je vais en parler. Mais là, il y a des transformations dans tous les sens, quoi. Et je crois qu'on ne peut pas les mettre de côté, on doit les affronter tous ensemble. Donc, il faut trouver des nouveaux récits pour que ce soit motivant de le faire et que ce ne soit pas juste un fardeau. Moi, je suis effectivement Samuel Leport. Comme on le disait dans l'introduction, tous les deux, je suis breton. Je suis d'origine bretonne, je suis né dans le Morbihan, j'ai 48 ans. J'ai 3 enfants, 3 garçons. À peu près tous les âges. En tout cas, le dernier étant en 6e, une deuxième à 15 ans et le troisième à 25 ans. Ouais. Donc, j'étais jeune papa. 25 ans, ça commence à faire grand. Ça commence à faire grand. Donc, il y a toutes les étapes sur les réseaux sociaux là, dans mes 3 enfants. Il y a le dernier qui n'a pas accès. Donc, on va en parler aussi. Ouais, carrément. Et c'est vachement intéressant parce qu'ils ont contribué aussi à l'aventure Tribal. Et ils ont même nourri. Ça fait combien de temps que Tribal existe, du coup ? Tribal, on l'a créé, on l'a cofondé il y a 4 ans maintenant. L'entreprise, elle existe depuis 3 ans, mais le projet,
Il avait déjà émergé un peu avant. Moi, pour mon parcours, puisque c'est évidemment une aventure entrepreneuriale, après, on s'est rejoint avec des associés et on a amené notre propre parcours personnel et professionnel dans cette naissance de Tribal il y a 3 ans. Mais chacun a amené sa graine et son parcours finalement professionnel avant, puisque on n'est plus des jeunes start-upers. Ouais. Alors, qui sont les autres associés, d'ailleurs? J'ai Sophie Leclerc et puis David Godest. Et puis, on a autour de nous un écosystème aussi qui a réuni l'aventure. Donc, on est un peu plus nombreux maintenant. Donc, moi, je suis le cofondateur et CEO de l'entreprise aujourd'hui, qui est une jeune start-up qu'on a créée. Auparavant, j'ai suivi un bébé du numérique. Même si j'ai démarré il y a 20 ans dans la transformation digitale sans avoir même eu un ordinateur. Et puis finalement, j'ai grandi dans une entreprise de services numériques pendant 20 ans. Ça a été passionnant. J'ai vu la transformation digitale avec des croissances à 2 chiffres, des équipes de plus en plus grosses à gérer pour une bonne vingtaine d'années. Toujours basé sur Rennes, même avec beaucoup de voyages à l'international, mais j'ai toujours été basé sur Rennes. Très attaché à la Bretagne, comme tu le sais. Et on aura l'occasion d'en reparler. Et parce qu'on rappelle quand même, pour celles et ceux qui nous écoutent, normalement, les plus fidèles le savent, on est basé à Rennes. On tient beaucoup à la Bretagne. C'est une terre d'expérimentation qui est quand même fabuleuse. C'est passionnant et moi, je découvre ça notamment avec des réseaux. Il y en a plein, Bretagne Prospective, Bretagne en Bretagne. Il y a plein de think tanks auxquels je participe. Et je m'aperçois à quel point cette identité bretonne, elle est assez puissante pour innover, expérimenter plein de choses. Il y a plein d'éléments, ça s'explique. Il y a plein de personnes qui l'expliqueraient bien mieux. Et moi, je trouve ça absolument génial. Cette identité territoriale, il y a plein de régions qui nous l'envient. C'est souvent un incubateur pour la France et pour l'Europe. Moi, je suis profondément breton et français et européen, mais il y a plein de choses pour l'Europe qui sont innovées en Bretagne. Notamment sur la souveraineté numérique, qui est un enjeu porté par Tribal. Alors, par rapport à ta question, Tribal, c'est une entreprise à mission sur laquelle on s'est engagé pleinement, et moi particulièrement, je suis profondément engagé pour un nouveau récit numérique, qu'on va appeler numérique responsable, dont le but est d'échanger dans le respect de l'humain et de la planète. Et puis, voilà, moi j'ai voulu agir il y a 5 ans pour avoir un parcours dans le numérique. Voilà, j'ai pris conscience de l'impact environnemental du numérique, qui représente plus 9% par an. C'est un chiffre, on va dire, qui fait consensus, mais il est très sous-estimé finalement, parce qu'il n'intègre pas tout l'intelligence artificielle qui va exploser cette croissance. Et donc, à partir du moment où j'ai découvert cet aspect-là, j'ai voulu agir, tout simplement, pour sensibiliser, pour comprendre comment je pouvais être acteur de ça. Et puis, en même temps, agir pour la souveraineté numérique et quelque part apporter une alternative au modèle qu'on connaît sur l'économie de la donnée ou l'économie de l'attention, qui sont aujourd'hui, pour moi, une des causes de la fracture de nos démocraties dans nos organisations et dans nos collectivités. Donc ça, c'était un deuxième fighter. Et puis, de fil en aiguille, j'ai repris mes études. Il y a 4 ans, à l'école de commerce de Rennes, évidemment. À Rennes Business School, c'est ça? Rennes School of Business. Et puis, évidemment, je me suis concentré, c'était les balbutiements de Tribal, sur tout ce qui était nouvel modèle d'affaires nouveau. C'est quoi un nouveau modèle d'affaires compatible avec le vivant, les modèles économiques? C'était passionnant. Il y avait aussi une histoire de dirigeant. C'est quoi le dirigeant sustainable? Excuse-moi pour l'anglais. Donc, moi, j'ai découvert tous ces éléments-là sur lesquels je suis passionné. On peut dire que les gens de la tech historique qui viennent plutôt de la Silicon Valley sont probablement pas sustainable compatibles. Et moi, ça m'a bien animé pour aussi mettre, ma patte dans la façon de gérer Tribal avec ses clients et ses salariés ou ses équipes aujourd'hui. Et donc, le produit, au-delà des valeurs que je t'ai apportées, ce qu'on a regardé, en fait, c'est comment on pouvait agir dans le domaine de la communication en étant responsable, mais en mobilisant les écosystèmes pour pouvoir agir sur la transition écologique, donc rassembler un maximum d'acteurs. Et donc venir être un outil au service de la RSE, soit dans les entreprises, soit dans les collectivités. Et ce que j'ai constaté grâce aussi à ce parcours à Rennes School of Business, c'est que pour faire société dans les organisations, il fallait absolument que les parties prenantes discutent, échangent. Ça ne veut pas dire être d'accord. Et ça a été le fil conducteur de la plateforme Tribal, comment on peut rassembler en fait les organisations à faire société. Et pour ça, il faut permettre qu'ils puissent se connecter en fait.
Et donc, aujourd'hui, c'est une messagerie instantanée qui est éthique, éco-responsable. C'est la seule alternative française et européenne, pour le coup, aux GAFAM, qui va permettre de minimiser son impact environnemental dans le cadre de l'usage de ses communications dans son organisation, sans compromettre les données des utilisateurs, donc en respectant les enjeux de cybersécurité et éthique. Et même dans les entreprises, il n'y a pas besoin de données personnelles, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel, ce qui va permettre de connecter 100% des personnes. C'est super intéressant parce que tu as brassé à peu près tout ce qui m'intéresse. T'es fort. Je m'en vais alors, salut. Non, parce qu'il va falloir rentrer dans le détail maintenant. D'accord. Parce que la particularité de Nouveau Récit et du podcast que j'essaie maintenant depuis 31-32 épisodes. Je crois que tu allais dire depuis 31 ans. J'ai eu peur, je te regardais, mais qu'est-ce qui... Le podcast n'est pas aussi vieux. J'allais dire, je suis même pas aussi vieux. En réalité, mais si, ça me trahirait de dire que je n'ai pas plus de 31 ans. Non, c'est d'abord, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette thématique de l'entrepreneur militant. Okay, c'est ce que je disais en introduction, de considérer que les entreprises ont un impact. Alors, c'est très à la mode de parler d'impact, mais d'impact dans quoi ? Sociétal, environnemental, économique, évidemment, quand on pense à l'emploi, démocratique, c'est la dimension citoyenne, très important. Donc, qu'est-ce qui définit ou comment on illustre cet entrepreneur un peu activiste ou militant ? C'est-à-dire qu'il va proposer une mission, mais cette mission-là répond à des problématiques économiques et sociétales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est celle effectivement de la data, de la souveraineté de la data, et de considérer que finalement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du numérique. Sinon, on retourne à l'âge de pierre. On s'est beaucoup trop habitué à ce luxe incroyable de pouvoir communiquer avec absolument tout le monde sur la planète, mais en voyant justement, pour le coup, l'impact négatif que cela a sur le climat. On voit bien, on parle beaucoup de prendre l'avion, de limiter nos déplacements, etc. Est-ce qu'il ne faut pas non plus avoir une sobriété numérique, de limiter considérablement aussi l'usage du numérique pour éviter de polluer, parce qu'on voit bien que la part du numérique dans la pollution globale représente quelque chose de plus important d'année en année. Donc, c'est ce troisième volet donc d'éco-responsabilité qu'il faut aller chercher. Cette résilience commune grâce à des solutions nouvelles. Parce que, effectivement, les GAFAM, les Facebook, les Insta, toute l'intelligence artificielle, on va y revenir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va y revenir. Et puis après, le lien. C'est vrai que la communication est un générateur de liens. Ce podcast est aussi un générateur de liens. Et comment on fait pour connecter ces 4 dimensions, donc l'éco-responsabilité, le militantisme ou l'activisme économique, le lien et la donnée, la souveraineté numérique. Et finalement, Tribal arrive en acteur nouveau, et on pense tous à Slack. On pourrait dire, en fait, c'est le Slack français éco-responsable. Je pense que ça va plus loin, c'est un peu réducteur, mais ça permet un peu d'imaginer ou de verbaliser un petit peu ce que vous êtes. Mais tu vas pouvoir nous dire très exactement, en fait, quelle est votre mission, quelle est votre raison d'être et quels sont les services, d'une certaine manière, que vous proposez. Oui, avec plaisir. Peut-être d'où vient, dans l'ordre de tes questions, l'entrepreneur militant. Tu te considères comme un entrepreneur militant ou pas ? Ou activiste ? J'ai toujours été intrapreneur ou entrepreneur. J'ai toujours eu des convictions. J'ai toujours essayé de les mener. Je ne crois pas que je suis activiste. Ouais. Je suis cohérent, j'espère. Et je vais au bout des choses. Et je suis profondément engagé sur les sujets. J'ai toujours été, avant même de mener Tribal, n'importe quel sujet que je prenne, je le prends parce qu'il m'intéresse et parce que je pense que c'est une cause intéressante et j'essaye de l'amener au bout, en tout cas le plus possible. Est-ce que ça, c'est militant ? Je sais pas. Par contre, j'ai envie d'être un leader d'opinion. J'ai toujours eu, depuis très jeune, en fait, m'agacer sur des choses qui me semblent pas normales. Ouais. Alors, c'est quoi la normalité ? On peut en débattre, mais en tout cas, pas garder pour moi, et plutôt donner, si possible, à la société. Ce que je peux, je suis bénévole, j'ai été président d'association. Moi, en tout cas, l'entrepreneur militant, ou en tout cas, ce qui m'a nourri, c'est vraiment le collectif. C'est-à-dire que moi, toute ma carrière, j'ai adoré, et j'adore toujours, monter des collectifs sur des choses ambitieuses. Parce que ce que j'ai observé, en fait, c'est que quand on monte un collectif sur quelque chose qui paraît incroyable, impossible à faire, etc., et qu'on réunit des compétences autour de la table... L'intelligence collective. Et ça génère une émulation incroyable. Quand tu arrives à mettre quelqu'un au départ que tu connaissais pas, qui te regarde un peu de travers, et puis tu le prends pour la bonne compétence, et puis qu'à la fin, 1 an après, 6 mois après, tu mets le ballon de rugby derrière la ligne, si tu suis un peu le rugby, mais l'émulation, la satisfaction collective que tu as, c'est chouette. Donc ce
parcours à chaque fois entrepreneurial avec une équipe que tu as montée pour un projet ambitieux, c'est incroyable. Moi, je retrouve là-dessus une énergie assez folle que tu vas moins retrouver sur un projet qui n'a pas d'ambition. Ouais. Donc moi, ça m'a toujours animé. Et donc forcément, c'est plutôt des enjeux qui sont peut-être ambitieux. Donc moi, je me suis toujours engagé sur des choses d'intérêt général. Voilà, ça n'a jamais été l'argent mon moteur. Jamais. Sinon, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Ouais. De toute ma carrière, j'ai monté des choses. Toujours, j'aime bien être le premier à faire des choses parce que ça veut dire que ça va être dur. Mais ça veut dire que ça va être beau aussi. Voilà, donc ça, c'est mon côté militant. Je suis assez... Alors, c'était quoi tes premiers engagements? Comment tu as nourri ça? D'où ça vient? Il y a des sortes de combats, de jeunesse, de la justice, ce genre de choses. C'est quoi? Elle est où la source de ton engagement? C'est toujours je suis toujours en analyse sur le sujet. Ouais. J'ai toujours des pistes. Je pense que c'est transmis aussi dans les racines familiales. Hein. Enfin, j'en suis sûr. De la part de probablement mes parents qui sont 2 enfants aînés dans leur famille. Donc, ils sont aussi un peu très engagés sur leur sujet. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a un côté vouloir sauver la planète. Enfin, voilà. Un côté un peu justifié, Superman, ce petit enfant qui est en moi. Ouais. Il y a une part de ça. Une petite confidence, on est là, il n'y a personne qui écoute, on peut faire des petites confidences. Absolument. Mais tu vois, des petites choses. Moi, j'ai été le premier dans une grande groupe de services numériques à monter une équipe à l'international, avec une autre culture. Une culture avec des équipes en Inde. Forcément, c'est incroyable parce que ça a généré. Au départ, ça n'a pas été simple. De manière plus intime, voilà, j'ai gagné très très jeune la garde de mon fils, c'était il y a 20 ans. Sans rentrer dans les détails familiales qui appartiennent qu'à moi et ma famille, mais voilà, c'est des choses. Pourquoi les papas pourraient pas gagner la garde de leur enfant? Voilà, c'est tous ces petits sujets-là, moi, qui m'animent à chaque fois. Pourquoi c'est comme ça? J'aime pas être mis dans les cases. Quand c'est des cases, c'est suspicieux. Quand on est mis dans les cases des GAFAM, c'est suspicieux. Donc il y a un lien dans tout ça. Donc moi, j'aime pas trop les cases. J'aime bien les bouger. Plutôt orienté écosystème, nature, ça bouge, c'est moléculaire. Donc voilà, il y a le côté justicier sur la première question. Ouais. Alors juste pour rebondir, tu te souviendras de ce que tu as envie de défendre maintenant, mais tu parles des cases. Malheureusement, aujourd'hui, je sais pas. J'ai interviewé à Nouveau Récit une personne formidable qui d'ailleurs a été un client de mon agence, Précis, Parc naturel éducatif. Il s'appelle Didier Nicolas et il a un projet absolument incroyable entre Brest et Landerneau. Il est extrêmement engagé, il fait pas ça pour gagner des thunes, il a revendu son groupe, il a réinvesti quasi la totalité dans ce projet complètement hybride. Voilà, croiser des chemins entre la restauration, le tourisme durable, l'enseignement, la sensibilisation au vivant, avec un fonds de dotation, une association, une ACS, qui avait vraiment absolument toutes les raisons d'être accompagné par le conseil départemental et les collectivités. Mais avec toutes les difficultés au monde à l'être, vraiment de manière opérationnelle et matérielle, parce qu'il ne rentrait pas dans des cases. Parce qu'on ne sait pas si c'est du tourisme, on ne sait pas si c'est de l'éducation, on ne sait pas si c'est de l'économie locale. Et au final, alors qu'il pourrait profiter en fait de tous les outils de soutien pour chacune de ces politiques publiques, il n'en a eu aucune. Je vois exactement, parce que quand tu es dans l'impact, en fait, quand tu veux justement sortir des cases, si tu veux innover, si tu veux des nouveaux récits, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, du coup, tu ne rentres pas dans les cases des subventions publiques. Moi, j'ai perdu du temps. Au début Tribal, on m'a dit, vas-y, tes idées sont géniales, fais des demandes de subventions. Moi, je suis allé voir dans les fichiers Excel des demandes de subventions, il n'y avait pas la case. J'ai perdu énormément de temps là-dessus. Ça sera dans le livre, ça. Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, ou en tout cas le témoignage de la personne que tu as interviewée, effectivement, quand tu veux bouger les choses et apporter des alternatives, eh bien forcément, c'est évident, parce que c'est pas évident, parce que t'es pas attendu, tu réponds pas au code de la société. Mais si tu réponds au code de la société, on voit aujourd'hui où ça nous amène. Là, on est des numéros, on est des individus, et puis on est dans le conformisme quelque part, mais qui en oublie les individus. Et est-ce que les individus sont heureux dans la société aujourd'hui? Un salarié en France, le taux d'engagement des salariés en France, il est 7%. Donc peut-être qu'on est peut-être rendu aux limites de l'industrialisation et du taylorisme quelque part, et de mettre des gens dans des cases. Donc, faut aussi libérer les énergies. C'est ce que propose Tribal. Tu parlais de la communication responsable pour le coup, puisque Tribal est éco-conçu. Tribal, c'est ce que ça apporte dans les organisations. On va libérer les énergies. Alors comment? Explique-nous déjà en fait ce que c'est.
Très clairement. Déjà, j'invite les gens à taper Bien sûr. tribal.green. Green. Ils vont plutôt dans les stores, ce sera mieux. Et puis, ils téléchargent l'application Ah oui, pour ok. échanger avec leur famille. Évidemment, les Ouais. enfants qui sont en âge d'avoir un smartphone. Chacun jugera. Et puis à échanger sur cette messagerie instantanée qui est un WhatsApp simple pour le grand public, éthique et Ok. co-conçu. Ouais. Et puis à Donc côté, plutôt un WhatsApp qu'un Slack. ouais, pour la version grand public, je fais des qui est réductions, simple, hein, c'est- effectivement. ouais. Ensuite, je vais répondre à ta question sur Slack tout de suite parce qu'elle me démange là. Donc, je viens de la tech. Moi, évidemment, j'utilisais Slack. Slack a été fait par des développeurs et des ingénieurs, donc c'est très bien pour les développeurs. Dans une entreprise agroalimentaire ou les transports, tu ne peux pas mettre Slack sur le téléphone des personnes. Bah non. Hein, on est d'accord. Donc, il y a un problème. Hein. Ouais. Ensuite, il y a un problème bien plus important. Il faut être un peu geek. Hein, quand même, exactement. On va passer la soirée sur le sujet. Mais quand même, pour revenir sur un point important avec l'entrepreneuriat et quelque part le côté militantisme par rapport à Slack. Est-ce que tu sais, Slack, à qui ça appartient? Non, pas du tout. Derrière cette belle application. On peut en débattre, je donnerai mon avis. Eh bien, Slack appartient à Salesforce, une entreprise. Ah oui, ça a été racheté, c'est vrai, ça a été racheté il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ouais, effectivement, c'est vrai. Moi, je savais en fait. Pas le modèle économique sustainable que je souhaite pour notre futur désirable ou durable et nouveau récit. Voilà, c'est pas un modèle, en tout cas, qui, à mon avis, convient aux enjeux sociétaux et environnementaux. Il suffit d'aller voir les utilisateurs. Oui, mais Slack existait avant que ça ne soit racheté. C'est parce que c'est devenu incontournable, c'est devenu une licorne. C'est sûrement très bien dans l'intégration Salesforce, etc. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données-là aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est que je te questionne sur le modèle, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on en fait sur ces données-là? À quoi servent? C'est quoi le modèle économique? C'est quoi l'intention de l'entreprise derrière? Quand on l'utilise, quel système on nourrit? Est-ce qu'on entretient un système d'entreprise à mission engagée qui est attaché à notre territoire, la Bretagne, le local? Bien sûr. Ou est-ce qu'on entretient un autre modèle qui a gagné les élections américaines il y a quelques temps? Et est-ce que ce modèle est compatible avec l'inversion de l'empreinte carbone du numérique qui va augmenter de au moins plus 10% ou plus 20% dans les années qui viennent? Nouveau Récit n'a pas la prétention, mais voudrait peut-être atteindre ce niveau de déjà présenter à l'audience, au public, aux gens de nouveaux modèles, montrer en fait que ça existe, qu'il existe des alternatives et qui sont infiniment plus respectueuses effectivement en fait de nos enjeux collectifs en apportant les mêmes services. Exactement. Et même mieux. En fait, et même mieux. Et probablement mieux parce qu'on servira davantage les intérêts des utilisateurs plutôt que les intérêts effectivement des fondateurs qui, de levée de fonds en levée de fonds, prennent des exits, prennent du pognon. Et effectivement, en fait, il y a ce nouveau modèle vertueux à favoriser. Ça, c'est évident et c'est la raison d'être de Nouveau Récit. Il n'en reste pas moins que on voit les actes d'engagement des consommateurs ne vont pas toujours vers des solutions éco-responsables, tant bien même ils voudraient et ils annoncent vouloir le faire. Notamment parce qu'il y a des questions de coût. Bien sûr. Parce que produire responsable ou durable, c'est infiniment plus coûteux que de produire en masse, en payant, tu parlais de l'Inde, en payant en fait des devs et des ingénieurs indiens au lance-pierre. Donc, il y a ça, c'est comment on fait des alternatives crédibles parce que respecte encore une fois ces enjeux-là, mais aussi parce que ça rentre dans le packaging de l'acheteur final qui va prendre une décision extrêmement objective entre... Selon des critères dans des cases. Ah oui, on reste très humain. On est là pour casser ces cases-là. Je vais te donner ma vision parce que c'est vraiment sur le sujet sur lequel je me suis penché. Et ce que je vais te dire, je pourrais te le dire sur n'importe quel usage, n'importe quel outil. Ouais, on va tester. Donc on va le parler sur la messagerie instantanée. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent à Tribal. Toi, je vais peut-être te choquer, mais il n'y a pas de concurrent à Tribal. Il y a un océan bleu pour ceux qui sont spécialistes du marketing. Après, il faut aller le chercher, l'océan bleu. Et c'est là que c'est challengeant et que c'est intéressant. Donc, il y a une messagerie Tribal grand public parce que c'était important pour nous en tant que fondateurs de permettre on a pris des engagements pour apporter une solution pour la liberté, éthique pour les données, protéger nos enfants, etc. Donc nous, ça portait sur notre mission. Mais c'est pas notre modèle, c'est pas notre modèle économique. Donc on a une plateforme B2B pour les professionnels
qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. La seule solution aujourd'hui qui va permettre en fait de connecter l'ensemble des salariés de l'entreprise, ceux qui sont au bureau, qui ont la chance d'avoir un ordinateur et qui vont pouvoir utiliser l'ordinateur, mais aussi ceux qui ne sont pas au bureau, qui vont être des routiers ou des gens sur la chaîne de prod ou sur la chaîne agroalimentaire. Et aussi, pour répondre aux enjeux RSE et la CSRD, on en parlera probablement, où je t'en dirai un peu plus sur ce qu'on fait pour la CSRD, tu vas pouvoir connecter en fait l'ensemble des sous-traitants aussi et la chaîne de valeur de l'entreprise. Il n'y a aucune solution qui fait ça sans besoin de données personnelles pour connecter les gens. Et ça, les solutions que tu as citées, elles le permettent pas. On a des solutions qui vont être pour les entreprises tech, par exemple comme Slack. Tu vas avoir des solutions qui sont plutôt WhatsApp, grand public, pas très éthiques, qui s'infiltrent d'ailleurs avec un risque cybersécurité, puisque c'est pas sécurisé, WhatsApp. Ouais. Et tu n'as aucune solution. On le voit pourtant WhatsApp sécurisé, non ? Oh oui, mais c'est le talent américain, ça. C'est l'impensé, en fait. Et comment tu apportes une solution qui va venir, justement, revenir aux fondamentaux d'une entreprise qui n'est pas juste là pour s'enrichir. Une entreprise, c'est un écosystème, en fait, qui prend soin de son territoire, ou en tout cas de sa mission, etc. Et c'est ça qu'il y a derrière la RSE et la CSRD. Trival permet de connecter l'ensemble de ces parties prenantes avec toutes les valeurs que je t'ai données, sécurisées, cybersécurisées, souverain, chiffré bout en bout, en minimisant l'impact environnemental, en donnant du sens. Ce qu'on a oublié, c'est de donner du sens. Nous, on s'est concentré, quand on a construit Trival, on est allé voir, avant même de démarrer le développement, on est allé voir des utilisateurs dans les entreprises, toutes générations confondues. Donc la solution, elle est intergénérationnelle. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans les solutions aujourd'hui que vous avez ? Qu'est-ce que vous aimez ? Donc on a pris les plus de Slack, de Discord, de Teams, etc. Est-ce que vous vous sentez associé à la communication de votre université, de votre mairie, de votre entreprise ? Oui, bien, pas bien, comment vous pourriez l'être et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a construit les usages. Et donc, en complément du chat que tu peux faire, que tu imagines bien, en plus, on a rajouté des fonctionnalités qui permettent l'engagement. Donc, tu vas pouvoir, à travers la plateforme Trival, diffuser des communications, donc comme des newsletters, qui vont remplacer les emails. Et tu vas toucher 100% de ton écosystème, soit sur l'application, ou soit même sur les emails, pour ceux qui n'auraient pas téléchargé tout de suite l'application. Et tu vas t'assurer de toucher 100% de ton écosystème, peu importe qu'il ait tel ou tel matériel, peu importe qu'il ait un numéro d'employé, peu importe qu'ils soient intérimaires ou salariés de l'entreprise, etc. Et ensuite, permettre d'avoir des réponses ou pas. Donc, en termes de démocratie, ou de démocratie locale pour une mairie et puis une entreprise pour générer de l'engagement, il faut s'assurer que l'ensemble de la stratégie de l'entreprise, les salariés y compris sur la chaîne de prod, soient au courant, ce qui n'est pas le cas dans les entreprises. Absolument. Et donc, nous, on va permettre de faire du top-down, excuse-moi pour l'anglais, j'essaie de faire attention, mais descendant pour que tout le monde ait l'information, mais en évitant la cacophonie. Donc, parfois, on ne veut pas que tout le monde réponde à tout le monde avec un Teams, un email, un Slack, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas engagés, ils sont noyés sous les flux d'actualité d'information. Ouais. On parle d'infobésité ou d'obésité informationnelle. Trival y répond directement. Il y a des super témoignages d'ailleurs de clients. Il suffit d'aller sur notre site internet. Ouais. Et puis, tu vas pouvoir aussi organiser le dialogue. Bon, ça, c'est toute mon expérience professionnelle pendant 20 ans avec des équipes multisites où j'ai été confronté à ça. Donc, j'avais déjà développé une messagerie instantanée pour une question de survie opérationnelle. Donc, j'ai mis ces pratiques-là dans Trival et remonter de l'information. Je vais te prendre un exemple. Quelle que soit la messagerie instantanée aujourd'hui, les gens, ils échangent ensemble. Et puis, c'est toujours celui qui est un peu plus, on va dire, un peu plus d'égo, de leadership, parfois plutôt masculin. On reviendra peut-être à la notion de parité femmes-hommes, notamment. Moi, j'ai plus de femmes clientes que d'hommes clients. Intéressant. C'est drôle. Je viendrai développer ça si tu veux après. Et bien, dans un groupe, quelle que soit la messagerie instantanée ou l'outil que tu utilises aujourd'hui, c'est souvent une ou deux personnes qui vont imposer leur point de vue. Avec Trival, on va permettre de diffuser l'information, remonter de l'information de façon très individuelle, de manière à ce que même les plus fragiles ou ceux qui n'osent pas s'exprimer, parce qu'ils sont fatigués de se faire spammer ou bien contrer par des gens qui imposent leur point de vue. C'est le problème de la communication. Donc, je parle de communication responsable, mais pas seulement dans le code de l'application, mais aussi dans l'animation de la communication. Et comment vous faites ça ? Et donc là, ils vont pouvoir remonter une information, mais ça va être que la personne qui remonte au DRH, au responsable CSE, au responsable syndical, au DG. Et on va créer un lien direct sans que les autres le voient. Donc la plateforme, elle permet du chat entre des gens qui sont sécurisés. Elle va permettre de diffuser de l'information top-down à des centaines ou des milliers de personnes. Au moins, tout le monde va la voir en 3 secondes. Donc ça veut dire que si par exemple, il y a un fil de discussion et qu'il y a une personne qui envoie 10 messages à la suite, il va être bloqué
Parce que pour éviter qu'ils prennent trop la parole ou qu'ils prennent trop l'ascendant En fait, la plateforme, ça met à disposition ce qu'on appelle un cockpit qui va permettre de décliner l'organigramme de l'entreprise. Ouais. Et donc, on va s'assurer... C'est le manager qui décide... On parle d'animateur, mais on va gouverner la communication dans l'organisation. Ça peut être un bureau de club de sport, d'association, mais ça peut être une organisation. Et aujourd'hui, le numérique n'est pas gouverné. C'est-à-dire que les organigrammes ne sont pas déclinés dans le numérique. C'est un peu... ou alors, évidemment, on peut toujours... si on est très geek, on va réussir à faire des API, etc. Mais le commun des mortels et les entreprises n'ont pas le temps de faire ça. Ouais. Alors, tu peux expliquer ce que sont les API ? Les API, ça va être... tu disais Slack ou d'autres, il y a la capacité à venir personnaliser. Mais c'est connecté à d'autres solutions. Voilà, il y a de personnaliser aussi l'usage pour les besoins de l'entreprise. Mais ça, c'est pas très, on va dire, accessible pour tout type d'entreprise. Donc... il faut avoir un peu une notion technique. Donc, Tribal est très, très simple. Simplifie ça. Il y a une entreprise de transport, une mairie, une collectivité n'a pas besoin d'avoir une équipe IT musclée pour pouvoir utiliser Tribal. C'est hyper simple. N'importe qui peut l'utiliser et décliner son organigramme. Ouais. Voilà. OK. Mais ça, on a la possibilité. Ça veut dire que si j'ai envie de partager un Google Doc ou si j'ai envie d'avoir des notifications d'applications tierces, on peut injecter ça dans Tribal ? Tout à fait. Ah ouais, et comment tu préserves, d'abord, quels sont les types de données que Tribal collecte et quand on envoie un certain nombre d'informations ou de fichiers, c'est donc la donnée que tu collectes. Est-ce que c'est stocké sur des serveurs ? Est-ce que ces serveurs sont en Bretagne ou en France ou en Europe ? Comment, justement, tu t'assures de la souveraineté de la donnée et comment tu as les sécurisé. Alors, je ne te demande pas les lignes de code, mais en tout cas, effectivement, de nous expliquer en quoi c'est vraiment très différenciant et comment les entreprises arrivent à comprendre vraiment très précisément qu'ils ne distribuent pas des données extrêmement stratégiques à des entreprises américaines ou extérieures ou même vulnérables. Alors ça, c'est un sujet hyper important. Moi, je suis profondément attaché à la souveraineté. Et encore une fois, le mot souveraineté, il y a plein de significations. Il faudrait s'entendre. J'ai fait une table ronde aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire, souveraineté numérique. Est-ce qu'on parle d'indépendance, d'autonomie stratégique, etc. Il y a plein de mots qui circulent. Il ne s'agit pas de mettre des barbelés autour de la Bretagne ou autour de la France. Alors moi, peut-être avant de compléter la réponse ou de te répondre plus précisément, moi, je vais vous partager ma vision de la souveraineté. C'est pour ça que tu es invité. Si tu veux bien, que j'ai beaucoup nourri, puisque c'était le thème de mon mémoire à l'école de commerce de Rennes il y a 3-4 ans. Et je suis un peu un confrère et j'ai publié une tribune dans les Échos il y a quelques jours sur le sujet. Vu, super. Je l'ai vu. Je me suis dit, putain, il n'est pas passé par mon agence pour la publier. C'est quand même terrible. Mince. Écoute, on en reparle après. La prochaine, peut-être. J'en ai une sur le dialogue social qui va... sur lequel je réfléchis. Donc sur le sujet de la souveraineté, je pense que moi, de ma vision, dans le monde numérique, réinventer les GAFAM du jour au lendemain, ça va être un peu compliqué. C'est un peu le syndrome Quant où on a voulu faire mieux que Google, mais sans venir rajouter un nouveau récit ou des nouvelles fonctionnalités. Donc nous, Tribal, on a fait tout l'inverse. On ne va pas réinventer la technologie, on va prendre le meilleur de ce qui existe et puis on va être au top niveau sur l'ingénierie, la sécurité et le numérique responsable. Par contre, on va venir mettre des usages qu'Elon Musk ne pourra pas inventer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative puisqu'on s'est concentré sur des usages qui vont prendre soin des gens, la RSE, comme je te le disais tout à l'heure, sur les parties prenantes. Sur la souveraineté, moi je crois que c'est la capacité en fait à choisir ses chaînes de valeur, ses fournisseurs et la capacité à changer en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'autonomie de décision et d'avoir des chaînes de valeur résilientes ou des territoires résilients. C'est-à-dire qu'on est conscient des risques sur nos chaînes de valeur, on sait à qui on a comme fournisseur. Parfois, c'est du consensus, c'est du pragmatisme, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. On ne va pas enlever tel GAFAM du jour au lendemain de France. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas être trop intégré ou trop finalement dépendant et de mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, il va falloir avoir une stratégie. On va pouvoir changer un partenaire, mais c'est vrai aussi dans l'industrie agroalimentaire ou ailleurs. Donc, d'analyser ces risques sur sa chaîne de valeur et de se dire, je vais pouvoir l'enlever. Et je ne vais pas avoir une entreprise qui est tellement imbriquée chez moi dans mon système d'information, et généralement c'est la stratégie de Microsoft, d'être tellement imbriquée, ou celle de Salesforce, que je connais particulièrement bien, de faire en sorte que ce soit compliqué à les enlever. Ils n'ont tellement pas fait de bon code et de numérique responsable, pour le coup. Ils font payer les clients pour s'intégrer, et puis après, les clients, il faut qu'ils payent pour se désintégrer, mais en fait, ils ont tellement mal travaillé que c'est difficile de se désintégrer. Donc moi, je pense comme ça, la souveraineté, quel que soit le secteur, c'est la capacité
à changer de fournisseur ou de partenaire en gérant ses risques, parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Dans Tribal, c'est ce qu'on a intégré. Donc, d'un point de vue sécurité, déjà, les données sont chiffrées de bout en bout avec l'état de l'art de ce qui existe. Et puis, c'est disponible sur Internet, tous les protocoles de chiffrement. Donc, ça fait consensus sur la planète cybersécurité. Ouais. C'est disponible pour tout le monde, celui qui veut venir voir. Ça a été cyber-hacké par des testeurs, des hackers éthiques à Nantes, pour le coup. Okay. Ce qui permet finalement, c'est des usages en cybersécurité. Exactement. Ensuite, c'est des protocoles qui sont validés par l'ANSSI, voilà, du end-to-end encryption pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu ce sujet. Donc ça, c'est un principe clé. Ensuite, en termes de données, je te le disais tout à l'heure, la version professionnelle, en fait, on n'a pas besoin de numéro de téléphone. Ouais. On n'a pas besoin d'email. Oui. Donc, en fait, c'est un gage supplémentaire. Ce qui permet aussi d'installer Tribal sur n'importe quel téléphone. Donc, dans une entreprise qui ne va pas acheter un téléphone professionnel à tous ses salariés, va pouvoir avoir une solution inclusive qui va toucher tout le monde en utilisant le téléphone. Mais ça donne des gages de réassurance aussi aux salariés qui va vouloir être associé à la communication de l'entreprise pour faire société, mais qui sera rassuré parce que jamais on va lui demander son numéro de téléphone pour pouvoir être en relation avec l'entreprise. Il faut bien un compte pour se connecter. Oui, mais c'est là qu'on donne un petit code, en fait. Ça peut être aussi de vive voix, ça peut être voilà, sur le canal, on le définit avec l'entreprise. Si le salarié a accepté lors de son embauche de donner son email perso, dans ce cas-là, on va mettre l'email perso pour envoyer le code. Donc, on a prévu tous les cas de figure. Et hier, j'étais avec une cliente qui disait même qu'il y a encore un cas de figure où elle a mis le QR code dans la boîte aux lettres, enfin par la poste, avec la fiche de paye, parce qu'il y avait encore des salariés qui n'avaient pas d'email pour envoyer. Donc, voilà. Et on a même le cas oral dans des entreprises où les DRH refont du lien avec les salariés plutôt, on va dire, précaires, en tout cas plus éloignés du numérique. Et qui vont directement sur le téléphone accompagner pour mettre le petit code d'activation en fait du Tribal de l'entreprise. Ça recrée du lien. Nous, on aime bien ça, c'est chouette. Donc la RH ou la chargée de com va aller voir le salarié, va expliquer, va donner du sens. Ça permet à nous de répondre à notre mission aussi. C'est-à-dire qu'en faisant ça, finalement, on sensibilise le salarié aux enjeux de transition et numérique responsable. En général, il rentre chez lui, il est assez fier. Il en parle autour de lui, il en parle à sa famille. On a un nombre d'utilisateurs qui augmente. C'est pas notre sujet, mais on est assez content. C'est une petite fierté. Et puis, du coup, il va mettre sa tribu familiale, etc. Et puis, du coup, on contribue à la mission de Tribal, c'est de sensibiliser aux enjeux du numérique responsable et au numérique éthique. Donc, nous, c'est comme ça qu'on l'a construit. On part de l'entreprise B2B qui est apprenante vis-à-vis de ses salariés. On crée du lien social dans l'entreprise. Et puis après, du coup, il y a un peu d'impact sur la société. Et alors, deux choses. Un, quelle est la première motivation des entreprises à choisir la solution Tribal versus les autres ? Qu'est-ce qui existait avant ? Parce que j'imagine bien qu'il y avait des plateformes métiers internes où on pouvait échanger des informations. Et effectivement, où peu de personnel ou peu de collaborateurs, au final, vont. Et ensuite, ça fonctionne, j'imagine, en tout cas, c'est ce que je comprends, vraiment, à travers le groupe. Il faut qu'il y ait une décision initiale, probablement du DRH ou du fondateur, sur on va déployer une solution qui va nous permettre de communiquer tous ensemble, de diffuser l'information au plus grand nombre et d'aller chercher une certaine horizontalité de l'information et de la communication. Mais tu disais que c'était aussi pour les particuliers. Pour les particuliers, les amis, les familles, notamment familles. Si elles le souhaitent. Si elles le souhaitent. Bon. Néanmoins, on voit bien aussi que ces couches où ces moyens de communication se superposent. On a les réseaux sociaux, on a le mail, on a Tribal, on a ces plateformes collaboratives. Voilà, alors on n'est pas dans le millefeuille territorial, mais presque. Donc, quelles sont aussi les limites à l'adoption de solutions comme Tribal ? Aujourd'hui, j'en vois pas. Je suis vraiment très fier de ça, d'ailleurs, parce que je pense que c'est tous les bénéfices qu'on a eu à faire une démarche assez sereine et tranquille d'éco-conception. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de réfléchir au projet, à cette vision, à cette problématique d'onboarding, que les applis, il faut les télécharger, etc. En fait, Tribal, c'est pas bing bang, quoi. Une entreprise qui signe aujourd'hui, je sais plus quelle journée. Mercredi 11. Demain, elle commence à l'utiliser. Instantanément. Il n'y a pas de projet de déploiement.
il n'y a pas à rajouter un projet de déploiement dans la roadmap de la DSI. Demain, elle va rajouter les quelques personnes. Elle a probablement des emails des gens au bureau déjà. Elle doit avoir les emails de quelques personnes. Voilà, donc elle va pouvoir injecter très facilement dans sa plateforme Tribal. C'est instantané. Et puis après, ça va être progressif. C'est les usages. Peut-être que le premier usage, ça va être juste de faire une commission sur la RSE ou une commission sécurité. Voilà, on va faire un petit groupe de discussion. Peut-être que le premier usage, ça va être diffuser la newsletter de la direction mensuelle peut-être sur les informations stratégiques. Aujourd'hui, elle est diffusée sur Teams et Yammer et il n'y a que 3% des personnes qui la lisent dans l'entreprise. Et donc là, à partir de lundi, elle va pouvoir la diffuser de façon réduite. Ça va ressembler à un message instantané et puis ça va partir. Et là, elle va avoir tout de suite les personnes qu'elle aura connectées qui vont la voir. Les personnes n'auront pas tout de suite à tous télécharger Tribal. S'ils ont mis un email, ils vont le recevoir. Et puis, si la communication de l'organisation est intéressante, la personne elle va vouloir en savoir plus. Elle va finir par télécharger. Donc, on accompagne les clients sur cette progression et pour aller petit à petit vers une communication fluide avec l'ensemble de l'écosystème. Donc ça prend... ça, c'est une notion que j'aime beaucoup et qu'on explore vraiment beaucoup aussi à Nouveau Récit, mais c'est celui du temps. C'est-à-dire que d'abord, je comprends bien qu'on n'impose pas. L'adoption, il faut que ça se fasse de manière progressive. Exactement. Et pour que ça se fasse de manière progressive, il faut l'étaler dans le temps. Et du jour au lendemain, évidemment, on n'aura pas une entreprise, une ETI de 1000 collaborateurs qui, demain, aura déployé... Alors, j'ai un contre-exemple là qui me surprend moi-même. C'est que j'ai une entreprise du numérique. Je ne pensais pas aller voir des entreprises numériques au départ. Je suis plutôt allé voir des entreprises pas numériques. J'ai une entreprise du numérique qui a démarré en octobre. Okay. On a sorti tous les mois, on a des KPI. C'est le CSE, le comité d'entreprise de Télévision de France, TDF. OK. Et en fait, alors je reviendrai sur la question parce que je voulais vraiment te revenir sur le sujet du à qui ça s'adresse et comment c'est pas un millefeuille d'outils. Tu me rappelleras, on en parlera, c'est vachement intéressant de parler de ça. Et c'est pas vrai que pour Tribal, d'ailleurs, la réponse que je te ferai. Et donc, cette entreprise là aujourd'hui, il avait un sujet en fait de RGPD. Aujourd'hui, il n'arrivait pas à connecter tous ses salariés en fait pour diffuser les informations, etc. Soit, alors verbatim de la cliente, soit les informations n'arrivaient pas à la personne, soit ils n'avaient pas pour des questions RGPD les moyens de connecter les personnes, ou bien soit pour les gens qui étaient au bureau, l'information elle était noyée dans toutes les informations de l'organisation et donc du coup les informations du CSE n'étaient pas visibles. Donc ça c'est un exemple, mais quel que soit le type d'organisation, on rencontre ce problème-là aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, en moins de 2 mois, ils ont 1000 personnes qui a téléchargé l'application. Ah ouais, voilà. OK. 1000 personnes. Donc voilà, après c'est des stratégies qu'on apporte. D'abord, du sens. 2, pas de frein en fait. Voilà. Donc bien expliquer le sens et ce que ça va permettre aux salariés de venir avoir des informations. Une culture d'entreprise aussi un peu particulière. Tu as identifié un peu... Alors les entreprises où il y a une désorganisation, quel que soit le sujet, pour mettre quelque chose en place, c'est plus long. Mais je pense que là, il y a une organisation, on a déroulé le plan, nous on accompagne les clients. Ça répondait à un besoin immédiat, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse partie de la population qui n'était pas au courant des informations. Donc là, du coup, forcément, on leur dit on va vous diffuser les informations, vous allez pouvoir vous inscrire à tel ou tel sujet. Ils vont venir là, ils n'ont pas accès à l'information par ailleurs. Donc nous, on accompagne sur cette démarche-là, sur des cas d'usage. Et aujourd'hui, l'acteur qu'on va voir, aujourd'hui, ça dépend. Tu vois, ça peut être... Alors évidemment, les entreprises engagées qui veulent sécuriser leurs données, leurs échanges, qui veulent faire société avec remonter le taux d'engagement des salariés sont évidemment des entreprises phares pour Tribal. Les entreprises qui veulent aussi ou qui sont engagées sur ces dimensions sociétales et environnementales, ils s'intéressent forcément à Tribal. Ça, c'est plus sur les valeurs qui coulent de sens. C'est la cerise sur le gâteau, quelque part, qui fait que j'adore mes clients. Alors, toute chef d'entreprise va dire ça, mais pour le coup, on a des relations assez incroyables. Ça, je sais pas. Ou alors, en tout cas, moi, j'adore tous les domaines. On est en construction avec nos clients. Mais nous, aujourd'hui, les points d'entrée, en fait, ça dépend vraiment des organisations. Parfois, ça va être le directeur général d'une entreprise de transport qui va avoir un vrai besoin aujourd'hui parce que les transporteurs de bus, par exemple, la nuit, ils sont sur WhatsApp. Le premier qui se réveille, il envoie une notification à tout le monde. Donc ça, c'est pas très éthique et pas très social. Et donc, comment il organise la communication? Et puis, deuxième cas, ce DG, aujourd'hui, il n'arrive pas à communiquer à tous les salariés qui sont en multisite sur un territoire.
la Bretagne ou ailleurs. Et donc là, il veut juste informer le projet de l'entreprise. Donc ça peut être le DG. Le DRH peut avoir un complément sur la qualité de vie au travail, évidemment l'engagement de ses salariés, donc engager les salariés, donc diffuser de l'information, demander l'avis, etc. On permet aussi d'avoir directement une solution pour les DRH qui va permettre de gérer les risques psychosociaux, où chaque salarié va pouvoir remonter un risque de façon totalement anonyme, ça n'existe nulle part ailleurs, et dire écoute, je me sens pas bien, j'aimerais bien discuter avec la DRH, voilà, est-ce que vous voulez se revoir? Mais il va pas donner son nom et son prénom. Évidemment, après, ils vont se voir quelque part discrètement, voilà. Donc ça va favoriser finalement ce qui n'est pas dit dans les entreprises. Et donc développer cette confiance, en tout cas libérer les énergies. Ça peut être dans les collectivités des maires qui veulent favoriser la démocratie participative sur le territoire. Donc ça va être d'abord avec le maire et le DGS de reconnecter tous les agents de la collectivité qui sont, c'est un millefeuille comme les outils. C'est-à-dire que tu as des agents à la crèche, tu as des agents à la piscine, tu as des agents aux espaces verts. Ces gens-là, pourtant, il y a des outils qui existent, mais ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés. Il n'y a pas un outil qui va permettre de communiquer facilement avec tout le monde dans nos organisations qui sont complexes. Et Tribal rend ça hyper simple. Ouais. Comment tu luttes contre un certain nombre de freins, notamment tu parles des collectivités, c'est évidemment un environnement que je connais bien pour avoir travaillé au département des Côtes-d'Armor, mais tu vois, malheureusement, dans la fonction publique, c'est un petit peu, je vais dire bolchevique. Il y a les catégories C, les catégories B, les catégories A, les catégories... voilà. Des cases, quoi. Et il y a des castes. Il n'y a pas des cases, il y a des castes. Et on comprend bien, en fait, que c'est parfois difficile de communiquer entre un catégorie A et un catégorie C. Dans la vie réelle. Alors, pourquoi? J'essaie de comprendre, mais je ne connais pas ce cas-là. Mais... Tu ne connais pas ce cas-là? Pourquoi? Notamment parce qu'il faut respecter un principe hiérarchique et que l'information doit passer d'abord par le chef de service, puis ensuite par le directeur, puis ensuite par le sous-directeur général, puis après par le directeur général adjoint, puis ensuite par je vois bien ton cas maintenant. Et c'est à la fois pour des considérations hiérarchiques et aussi de castes liées à, comment on appelle ça? À la catégorie. Il y a des formes d'ego aussi derrière tout ça. Absolument. De pouvoir. Exact. Tribal vient décioter ça et péter ça de façon très cash. Ouais. C'est ce que j'ai vécu pendant 20 ans. Si tu veux améliorer la performance et la productivité dans une organisation, tu as besoin de libérer les énergies. Si un dirigeant d'entreprise il diffuse l'information et que ses N-1, ses patrons de BU ou ses patrons de service, en fait, la gardent pour eux, ils ne la diffusent pas pareil à tous les salariés, ça crée un problème d'engagement, celui qu'on connaît en France, 7% en moyenne dans toutes les organisations. Ça crée un mammouth probablement dans, on va dire, la sphère plutôt publique aujourd'hui, pour reprendre quelqu'un de célèbre. Et si tu veux vraiment libérer les énergies, faire société, mais la RSE, dans la loi, c'est juste ça. La RSE, c'est faire dialoguer les parties prenantes. Ça ne veut pas dire être d'accord, en fait. Ouais. Mais dans une entreprise, pour reprendre Tribal, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a des plus seniors. Il y a des gens qui sont compétents sur tel sujet et pas compétents sur le sujet. Et si on veut réagir et traiter les enjeux de société qu'on a face à nous, les enjeux de transition environnementale, etc., il va bien falloir qu'on fasse société. C'est pour ça que Tribal, c'est la notion, revenir à la notion tribal, de village, de faire société. Il y a des catégories A, il y a des catégories B, il y a des catégories C. Comme dans une entreprise agroalimentaire ou des transports, il y a des gens à la direction, peut-être un codir ou un directoire. Mais il y a des gens qui sont sur la chaîne de prod et tout le monde est indispensable dans ma vision des choses. Il n'y a pas de sous-personnes aujourd'hui sur Terre. On est tous à peu près avec le même cerveau. On a des parcours différents et des chances plus ou moins différentes. Et donc, l'enjeu dans la communication ou dans le département que tu citais, comme dans plein d'autres, c'est de faire sauter ces luttes de pouvoir qui sont vraiment contre-productives par rapport à nos enjeux et faire en sorte de dessillotter les organisations. Et quand on diffuse une information, que tout le monde soit au courant en même temps, on crée du transverse. Ça ne va pas s'arrêter au pouvoir de Jacqueline ou de Jean, patron du service, qui nous amène dans un monde en fait qui est plutôt un monde pyramidal et hiérarchique, mais c'était le monde d'avant, globalement. Mais donc ça signifie que au final, la mission de Tribal, elle n'est pas simplement de faciliter la communication. Ça va bien au-delà, on est dans la transformation de ces nouveaux modèles d'organisation. Tout à fait. D'ailleurs, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, Tribal, c'est vraiment un outil qui va permettre d'accompagner les transformations sociales et culturelles dans les organisations en libérant les énergies
dans la durée avec toutes les parties prenantes. Après, il faut démarrer. C'est quoi? Mais d'abord, en général, on démarre par les salariés qui sont pas au courant des informations. Puis après, on va mettre tous les salariés. Après, on va mettre les prestataires. Ça vient un peu de mon expérience, tu vois. C'est que moi, je dirigeais une entreprise de services numériques. Je recrutais 118 enfin, une centaine de personnes par an. Puis il y a des gens qui vont, il y a des gens qui partent et tout ça. Et puis j'avais des prestataires aussi. C'est important les prestataires dans une entreprise. C'est mieux d'avoir les meilleurs en plus prestataires. Et puis quand le climat économique va moins bien, tu te sépares de tes prestataires. Mais quand ça va mieux, tu as envie de récupérer les bons. Et donc ça veut dire que les bons, ils reviendront si tu les as considérés comme des salariés. Absolument. Et donc si tu les as formés comme des salariés. Ça, c'est RSE en fait. Moi, j'ai compris ça après, que c'était de la RSE ça. Ouais. Et c'est ce que permet Tribal en fait. On met pas les gens dans des cases. On permet d'organiser, de gouverner la communication, mais s'assurer que tout le monde puisse participer de façon efficace à la communication. Et puis, si on n'est pas compétent sur un sujet, on va s'assurer de ne pas mettre tout le monde dans le groupe WhatsApp avec tout le monde qui donne son avis sur tout, comme on voit sur tous les outils que tu connais. D'où le fait de revenir sur cette question du millefeuille technologique ou serviciel ou tout ce que tu veux. Clairement, tu as un WhatsApp, tu crées un groupe et ça fait chier tout le monde. Ah, merci. Ça fait chier absolument tout le monde. Et t'as pas envie, en fait, de diffuser cette info. Donc, tu vas mettre à peu près tout le monde. Et puis après, ton petit chlore blessé, quand tu vois Micheline est partie, Bon, parce que, d'ailleurs, c'est pas simplement parce qu'elle n'est pas intéressée par l'information. C'est aussi parce qu'elle est... Parce qu'elle est noyée, elle ne voit plus l'intérêt. Sursollicité. Exactement. Absolument. C'est quoi la proposition de Tribal, justement, par rapport à ça? Justement, ça, c'est au cœur de la solution. Là, j'ai le témoignage d'un maire en tête pour t'illustrer un cas concret qui dit qu'après une année d'utilisation de Tribal, donc c'est à peu près ça le délai, il a réduit vraiment drastiquement le nombre d'emails dans l'organisation. Donc, tout a basculé sur les groupes qui sont prévus en fonction du sujet. Le groupe avec le conseil municipal, le groupe avec le DGS, le groupe avec les agents, etc. Il y a aussi un CSE dans les organisations. En fait, c'est incroyable, mais les collectivités que je connaissais pas bien, c'est exactement la même chose que les entreprises. C'est pareil. C'est le même problème en termes de communication. C'est juste que les jargons, c'est comme tout, c'est un peu différent. Mais c'est exactement la même chose. C'est pour ça que Tribal, je suis super fier aujourd'hui, c'est hyper holistique en fait. Et c'est pour ça qu'on se déploie dans tous les secteurs d'activité en fait. Et donc, nous, on va tout simplement permettre de s'assurer en fait sur un petit cockpit que c'est les bonnes personnes qui sont sur les bons sujets. Et pas défaut faire un grand groupe WhatsApp avec tout le monde parce qu'on ne sait pas encore de quoi on va parler. Non, on vient de décliner l'organigramme. Donc, s'il y a une commission, par exemple, handicap, ou le bureau d'une association, par exemple. On va mettre juste le bureau. Et quand il y a des changements des sélections, dans le groupe discussion Tribal, le président de l'association va mettre les nouveaux membres du bureau. C'est ce qu'on ne tient jamais à jour, en général, dans tous les outils que tu connais. Donc, nous, on le permet de le faire simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir un bagage informatique pour faire ça. Ouais, c'est important, ça. Et d'organiser ça. Et puis aussi, pour se protéger, tu vas organiser un séminaire. J'ai un bon exemple. Tout le monde organise des séminaires. Ça va être janvier bientôt, etc. Calvaire, organiser un séminaire, il faut rappeler tout le monde, tu renvoies des mails, etc. Attends, je vais voir si je peux venir. Je vais demander à ma femme, à mon mari, à ma grand-mère, à mon chien, à mon chat, etc. Et en plus, tout le monde répond ça dans les groupes qu'on connaît aujourd'hui. Là, non, on va diffuser une information qui vient au séminaire, on va mettre pas de réponse, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Donc, tout a été pensé pour éviter la cacophonie dans les organisations. Je prends l'exemple du sport parce que j'aime bien cet exemple-là. C'était un peu sportif. Ouais, bien sûr. Si je me souviens bien. Ouais. Pour un club de basket ou un club de foot, ce serait pareil. Donc, chaque semaine, il y a du covoiturage, il y a des changements d'équipe, il y a les U15, il y a les U12. Voilà. Donc, et puis, on va finalement, à la fin de l'année, dans le U15, il y a tous les jeunes, en fait. Il y a tous les jeunes, parce que c'est pas gouverné. Et puis, le vendredi soir, tous les jeunes qui ont moins de 14 ans, ou moins de 15 ans peut-être, 15, je sais plus, vont recevoir une notification du coach à 23h30 pour lui dire qu'il y a un changement d'horaire le lendemain, etc. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le numérique? Leur mettre finalement ce numérique non éthique dans la poche, où ils attendent l'économie de l'attention, la notification, etc. À nous, c'est tout l'inverse qu'on propose, de manière efficace. De raisonner la com en s'assurant qu'elle est structurée. Alors, tu as lu dans mes pensées, Samir. C'est vrai. Ouais. Ça fait peut-être 10 minutes que j'ai envie de t'interroger dessus, sur une catégorie de clients, ou en tout cas d'usagers, que sont les associations. Alors moi, je suis sportif effectivement depuis très longtemps, et j'ai été engagé moi-même dans les assos.
Et notamment à Saint-Brieuc, j'étais pendant un temps secrétaire général du club de basket, du principal club de basket de Saint-Brieuc, l'Élan. Alors, tu vois bien, c'est pas du tout professionnel, c'est souvent fait par des retraités, ou en tout cas des gens aussi qui sont très pris. Donc, il faut réussir à manager le temps dont on dispose pour gérer l'asso, et aussi pour gérer les entraînements et pour gérer le week-end. Et la communication est extrêmement difficile en vérité. Parce que on va repasser par des groupes. Tout à fait. Qu'est-ce que l'on va faire également ? On va utiliser le panneau d'affichage. En tout cas, il va falloir essayer de mobiliser les parents pour essayer d'accompagner les U15 justement qui sont en match. Et puis, il y a aussi le conseil d'administration. Conseil d'administration, il faut échanger des infos. Moi, j'avais essayé justement de mettre un Discord ou un Slack. Mais si t'es pas un peu geek, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Ça ne marche pas. Ça a été un flop total, hein, vraiment total. Et on n'a pas trouvé la vraie solution communautaire qui nous permette d'échanger d'abord au niveau du bureau, du conseil d'administration, puis après des coachs, puis ensuite effectivement des parents et aussi évidemment des licenciés. Sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de thunes quand même. Tu vois. Et Slack a au moins cet avantage-là. Je ne sais pas si vous l'avez mis en place, mais ils ont une solution qui permet pour des ONG, des associations caritatives ou des associations de profiter des services de Slack. On a parlé beaucoup, je suis désolé, enfin, c'est pas de la publicité, et d'en profiter gratuitement. Et ils offrent des licences pour ces assos. Je ne sais pas si vous le faites. Quel piège! C'est comme Microsoft qui offre des tablettes à tous les collégiens de la région Bretagne. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans? Donne-moi ton opinion là-dessus. Est-ce que c'est des choses intéressantes? Ouais. Mais oui, mais après, c'est quand même un service en fait qui bénéficie. Alors, c'était pas le bon service pour le coup. C'est ça plutôt. Alors, c'est quand même un piège pas avec le bon service. Ouais. Tu vois. Et donc, mais ils sont pour rien. Ils sont pour rien. Et les gens, il faut sensibiliser tout ça. Il faut protéger. Moi, j'en appelle à la responsabilité aussi de ceux qui nous gouvernent. Moi, c'est pour ça que je suis entreprise à mission. Je passe le temps qu'il faut aller n'importe où on me demande, dans les écoles, dans les mairies, parler de tous ces enjeux de dérive du numérique. Je réponds toujours oui, quasiment toujours oui. Ouais. Souvent bénévolement pour parler de ces dangers, que quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un piège. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin dans les associations. Ouais. Moi, j'ai construit Tribal dans une association, enfin en lien avec une association. Je suis président d'un club de sport. Donc, je vois exactement tous les problèmes d'engagement, de préserver les CDI que j'avais, les salariés, de préserver les gens qui sont bénévoles dans le bureau. Et puis, on n'est pas tous égaux. Alors, c'est pas une entreprise. Et en plus, il n'y a pas d'organisation hiérarchique avec les bénévoles. Donc, pour ceux qui sont engagés en associatif, c'est pas comme dans une entreprise. On a plutôt envie de les préserver en plus. Exactement. Aussi, Et donc, il faut encore plus prendre soin de ça, en fait. Et c'est là que on voit aujourd'hui... Si nos auditeurs nous écoutent, je les invite à aller sur le site internet de Tribal, parce qu'on parle de sport du coup. Il y a un club de sport, un club de triathlon qui a fait un témoignage avec une vidéo qui est juste assez incroyable et qui ne reviendrait jamais en arrière. Ils n'en feraient pas Tribal aujourd'hui, sur le temps que ça leur a fait gagner. Okay. Ils l'expliquent assez bien. Donc, allez voir pour toutes vos organisations, en fait. Donc, il y a les entrées, sorties, tout ça, c'est géré dans le cockpit de Et ça représente quoi comme coût, d'ailleurs, pour une asso comme ce club de triathlon? Là, pour le coup, c'est une contribution libre. Mais il y a plein de modèles. Tu vois, tu vois, les nouveaux modèles alternatifs, on est sur des nouveaux récits et donc j'ai pas la prétention d'avoir trouvé. Et moi, je travaille avec mes systèmes et avec ceux qui nous écoutent. Si vous avez des idées, il y a plein de formats. Pour ceux qui sont dans le sport, vous n'en avez pas marre de voir des banderoles avec plein de poussière autour des terrains de sport. Et puis aller tous les ans aller demander à l'entreprise 500 balles et faire la quête. Voilà, c'est quand même plus sympa dans le club de triathlon d'avoir un Tribal qui est super éthique. Et vous écouterez ce qu'ils disent et comment ça leur a fait gagner du temps à tous les bénévoles. Et puis en même temps, peut-être d'avoir la pub d'un magasin ou d'une entreprise engagée sur le territoire qui va financer un numérique éthique et qui rend service à l'association. Tout le monde s'y retrouve là. Et on fait marcher la résilience des territoires. Donc des modèles économiques, il y en a plein à trouver. C'est plus de la sensibilisation et la sensibilisation qu'il faut faire. Et un point d'élément, il faut être performant. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins des associations, des entreprises, des collectivités. Je t'ai expliqué tout à l'heure pourquoi Slack ne répond pas à des besoins, sauf dans les entreprises très tech. Et encore, puisque c'est une entreprise tech, tout à l'heure, que je t'ai cité, qui a pris Tribal. Donc, dans les associations, ça répond parfaitement avec des usages que je t'ai dit. Une association qui veut envoyer une newsletter à tout le monde et qui veut pas que tout le monde réponde sur tout le monde à Facebook et tout ça, etc. Avec Tribal, il peut. Mais ça vient de la vraie vie, en fait. Parce que j'ai été noyé dans ce bazar. Et j'ai moi-même eu des coups de téléphone
téléphone parce que mon numéro de téléphone était disponible sur WhatsApp. J'étais bénévole et voilà, quand même, il y avait des gens qui venaient se plaindre de choses dans le milieu associatif avec Tribal. C'est pas possible. Alors, ça, c'est une très bonne remarque. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de préservation de nos datas pour éviter d'être assaillis par des numéros de téléphone commerciaux, par des télégrammes qu'on reçoit. Tu as vu, il y a une nouvelle mode maintenant. En fait, on reçoit tout le temps des messages pour savoir si on n'a pas besoin de job très bien financé, tu vois. Mais parce qu'il n'y a pas simplement les données qu'on donne aux GAFAM, il y a aussi les données qu'on livre nous-mêmes assez stupidement sur des mails, les réseaux sociaux, notre site internet, parce qu'on va mettre un numéro de téléphone, un email, on va recevoir toutes les publicités de la Terre. Il y avait quelques années, on voyait, il suffisait de faire des recherches Google, on pouvait retracer la vie entière d'une personne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus exacerbé. Et puis en plus, avec l'intelligence artificielle, même si manifestement, il y a quelques garde-fous ou, en tout cas en Europe, aux États-Unis, je sais pas, mais en tout cas, si on tape donne-moi tout le pédigré de Samuel Leport ou de Fouad Souak, on en aura un peu, mais quand même pas tout. Ça va être faux parce qu'il y a 2 Samuel Leport en plus en Bretagne, donc ça pose un problème. Ça pose un sujet. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques, là, justement, pour être un peu plus sécure? Pour le coup, ces bonnes pratiques, elles sont largement véhiculées par les autorités compétentes, l'ANSSI et d'autres. Ouais. Donc, voilà, moi, j'ai ma propre hygiène où je fais attention, je suis pas infaillible, je suis quelqu'un de normal. Donc, mais néanmoins, il y a des précautions à faire. Moi, avec mes enfants, je passe vachement de temps avec eux à leur expliquer, sans revenir aux pigeons voyageurs. Enfin, tu le disais en introduction tout à l'heure. Donc le digital, ça apporte plein de choses. Après, on peut se poser de questions. Moi, aujourd'hui, je pense que je suis pas sûr que le digital nous ait rendu plus heureux, contrairement à ce qu'on croit. On a juste déplacé les limites de la communication. Mais est-ce qu'on est plus sincère dans les entreprises? Est-ce qu'on a, voilà. Donc, voilà, c'est un vrai sujet de réflexion. Est-ce que, parce qu'on communique avec plus de monde sur la toile, on est plus heureux? Moi, je pense pas. Ouais, je suis quand même plutôt d'accord avec toi. J'espère que ça fait pas boomer, mais c'est vrai que cette notification qui a été lue, on répond pas. Cette nécessité de répondre quasi immédiatement aux emails que l'on reçoit, c'est pas normal, tu n'as pas répondu, t'es pas connecté. Exactement. Et puis, tu vois, tu parlais de Saint-Brieuc, alors c'est marrant, vendredi, je me souviens, parce que j'ai regardé mon agenda avant de venir, j'ai rendez-vous avec une élue de Saint-Brieuc. Ah ouais, c'est ça. J'avais écorché son nom, je vais le garder pour moi. Oui, de la ville de la Comcom. De la Comcom, ok. En fait, on se connaissait pas, mais on s'est vu parce que j'ai eu un trophée breton des transitions il y a quelques temps, remis à un de mes clients, une collectivité et moi-même, à la fois pour tout ce qu'on vous a présenté, les valeurs et l'impact environnemental, ce qu'il y avait l'ADEME aussi, mais ce que ça apporte sur la collectivité. Et puis, cette personne-là, je l'ai croisée et elle s'agaçait aujourd'hui qu'elle avait organisé un atelier, bref, sur un sujet de déchets sur le territoire et qu'il y a que 5 personnes qui sont venues et les gens qui sont pas venus, ils ont pas prévenu. Mais c'est quoi ce Pharos de numérique? Enfin, on s'excuse. Moi, je réponds à toutes les communications, tout le temps. Oui, non, ça m'intéresse pas. Tac. Les gens qui me harcèlent au téléphone parce que j'ai eu une faille, j'ai dû laisser mon numéro de téléphone quelque part où ils me l'ont piqué, je porte plainte à la CNIL. Ah ouais, direct. Systématiquement. J'essaye de le faire systématiquement. Ouais. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle parce qu'il y a une prime, de l'État en ce moment sur la prime Rénov, par exemple, on est tous harcelés. Moi, je fais un stop sur le numéro de téléphone. Donc, c'est quand même en permanence qu'il faut se protéger et il faut plutôt tout de suite éteindre l'incendie quand on voit qu'on a des appels qu'on veut pas. Parce que ça veut dire qu'il y a notre numéro de téléphone ou un email qui circule quelque part. Il y a un truc que tu disais aussi vraiment très intéressant. Tu disais en fait que finalement, une collectivité, d'une certaine manière, c'était pas très loin d'être pareil qu'une entreprise. Mais je pense qu'on peut résumer ça de la manière suivante. Que ce soit une collectivité, une association ou une entreprise. Alors certes, ça répond à des missions différentes. Néanmoins, ça reste des organisations humaines. On essaie de connecter chaque point entre eux et Tribal essaie de faire ça. J'imagine. Et donc, de faciliter l'organisation. On leur permet de faire ça. Voilà. On rend possible de faire ça. Et c'est eux qui le font. Oui. Tu ne remplaces pas la personne qui est à l'autre bout du téléphone ou de l'ordinateur d'utiliser ces outils. Mais là, je veux en venir, c'est encore une fois, on en est à l'organisation humaine
où l'acteur est humain avec ses qualités et ses défauts. Et donc, on doit pouvoir favoriser les bons comportements, en tout cas des comportements bons que je juge, comme participant au développement positif de l'organisation dans laquelle on est. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, d'une certaine manière, c'est mission réussie pour Tribal chez ses clients ? Carrément, 100%. Ouais. 100%. Alors, c'est quoi les meilleurs exemples que tu pourrais nous citer Et ils sont tous en élargissement des usages. C'est typiquement la stratégie de déploiement, pour le coup, commercial de Tribal. C'est qu'on s'attaque dans une entreprise à un cas d'usage, à une problématique. Je t'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Une problématique. Et donc, du coup, après, cette problématique, on va élargir à tous les services, à d'autres cas d'usage, à la CSRD, pour le sondage des parties prenantes. On va quand même pas s'envoyer des milliards de fichiers Excel comme on a fait pour la RGPD pour aller sonder tous les parties. C'est ce qui va arriver. Donc, Tribal permet de répondre simplement à ça pour ceux qui nous écoutent et qui veulent pas envoyer plein de questionnaires à leur partie prenante l'année prochaine pour les entreprises qui sont assujetties à cette réglementation. Et puis ensuite, tu élargis tes usages à tes parties prenantes externes. Et puis après, une entreprise... je prends une collectivité qui me vient un exemple tout de suite là. Une collectivité, elle a mis notamment une entreprise pour la construction d'un bâtiment. Elle a mis le cabinet d'architecture aussi dans un groupe de discussion. C'est piloté. Une fois que le bâtiment il sera arrêté, on va supprimer le groupe automatiquement. Ça va pas rester dans un WhatsApp ou dans autre chose. Sur ce cas d'usage, le client disait avant en fait, c'était des emails dans tous les sens, c'était des SMS. Tout le monde était en train de dire c'est pas de ma faute si on est en retard sur le chantier. Voilà, il y a un groupe de discussion, c'est piloté avec les bonnes personnes qui sont les parties prenantes sur ce chantier de construction. Et donc, du coup, on voit bien que on a d'abord organisé la communication de la collectivité en interne, et puis après, on a mis les entreprises. Les entreprises, ils nous appellent, en fait, parce qu'ils voient bien ce que ça a apporté chez eux. Et donc, en fait, par viralité, en fait, sur les chaînes de valeur, ça nous fait des clients aujourd'hui, puisque les entreprises qui parlent de Tribal. Là, tu as un bon exemple. Imaginons, le projet se passe très bien. Le bâtiment a été construit, la livraison du chantier s'est bien passée, il y a quelques réserves, mais c'est négligeable. Sauf qu'on sait malheureusement que ça se passe pas très bien tout le temps, qu'il y a beaucoup de réserves et ça va partir au contentieux, voire ça va partir au tribunal administratif. On a besoin d'informations, de ces informations, des échanges de mails. C'est très bien quand on a un mail, on l'imprime, on le donne à l'avocat, ça nous fait une preuve. Comment Tribal, justement, dans ce genre de situation, on a la possibilité de consolider ces données, parce que si on a un architecte et les prestataires de l'architecte qui participent à ce groupe-là, ils auraient peut-être peur que le commanditaire, que la collectivité décide en fait de leur couper les accès et n'aurait plus accès à ces messages. Donc comment ça se passe ? Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de choses ? Est-ce que tu y as déjà pensé ? Comment des personnes extérieures peuvent aussi être maîtres de leurs propres données sur une plateforme, in fine, qui ne leur appartient pas. Dans tous les cas, la communication, elle se fera. Elle se fera mal, en fait. Ce qu'on veut, nous, c'est permettre de la rendre fluide, inclusif, etc., responsable. Mais sinon, elle se fera ou elle se fera mal. Ensuite, revenir à comment on faisait avant. Quand il y a un sujet sérieux et qu'il y a besoin de constater des choses, c'est pas dans des discussions qu'on le fait. D'ailleurs, c'est pas dans des discussions par mail qu'on le fait. On va faire un compte rendu par mail. J'ai constaté tel jour que, etc. L'outil chat, ça permet de fluidifier les échanges, de s'appeler, d'être très opérationnel sur des chantiers. C'est à ça que ça a besoin. Donc, il faut revenir à une forme d'hygiène. Moi, j'aime bien cette notion d'hygiène de la communication. Même les emails, quand moi j'ai démarré à travailler dans les années 2000, on envoyait les emails, on mettait en pièce jointe le bon compte rendu, on mettait les bonnes personnes. Avant, on avait envoyé un ordre du jour, on avait bien pris le temps d'envoyer les bonnes personnes. Aujourd'hui, ça a changé ces pratiques-là. On rajoute des personnes sans même savoir à qui. Voilà. Donc, il faut se reposer ces questions. Il faut revenir aux fondamentaux en fait, de la communication, sur lequel il y a peu de management et peu de formation dans les organisations. À mon grand désespoir, et moi j'accompagne beaucoup d'organisations d'ailleurs dans le déploiement de Tribal, c'est vachement apprécié par nos clients. On accompagne sur la communication. Et moi, ce que j'appelle le management de la communication. Souvent, dans les organisations, la communication, elle est un peu vue comme le site web, le flyer, tu parlais tout à l'heure l'écran, le truc paillette à côté là. Non, la communication, c'est un sujet central de l'organisation.
Pour ça, je préfère parler de management de la communication corporate, en fait, qui doit être organisé. Et ça, c'est tout l'enjeu qu'on a. Tribal permet, facilite en tout cas largement le sujet. Et donc, dans le management de la communication, il faut utiliser tel outil pour tel usage. Quand il y a un contentieux, tu prends ton mail, tu fais un compte rendu et puis tu envoies un recommandé, non? Ouais. Et c'est pas dans un Il faut accéder à la data quand même. Oui, bien sûr. Tu as accès au groupe de discussion, Ouais. tu peux rappeler les faits, tu fais ton enquête et puis après, tu fais le bon document avec les avocats, mais tu as accès à tout. Voilà. Ok, d'accord. Et tu disais un truc très intéressant, c'était qu'il y a une question de genre. Tu as plus de clientes que de clients. Pourquoi? Tu as identifié un peu le truc? J'en parle souvent, j'en parle avec eux et elles. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Peut-être un petit pas de côté sur le sujet. Ouais. Dans la tech, j'avais analysé justement, regardez les profils de la tech. J'avais une intervenante qui était passionnante là-dessus. Elle me disait, aujourd'hui, la tech, c'est plus 9% par an d'empreinte carbone, c'est pas éthique, c'est souvent à San Francisco, etc., qui sont gérés. Il y a plein de psychologues qui sont en train de travailler pour favoriser l'économie de l'attention et nous créer créer l'addiction avec les outils qu'ils nous proposent. Et puis, on avait regardé les profils des dirigeants de la tech. On a tout analysé ça, donc il y a des études. Globalement, c'est plutôt des psychopathes. Donc, Elon Musk n'est pas une exception. Et moi, ça m'avait vachement troublé. Vraiment, à la création de Tribal, là, je me rappelle de cette... ah non, mais moi, je veux pas être comme ça, quoi. Donc, on va prendre le temps de réussir, mais on va pas être dans... Plus je vends de la merde et plus je suis content, quoi. Donc, du coup, il faut trouver d'autres modèles. C'est pour ça qu'il peut y avoir des contributions libres. Voilà. Donc, on va prendre le temps. Je suis pas là pour m'enrichir, mais on va prendre le temps sur ces valeurs-là. Et c'était plus des dirigeants hommes aussi. Tu vois, c'est un constat, hein, c'est un fait. Le dirigeant de la tech, tu regardes, c'est encore plus des hommes que dans d'autres secteurs. Ouais. Donc, et ensuite, dans le développement durable en général, dans ces enjeux sociétaux et environnementaux, il y a quoi comme point commun? Il y a l'intérêt général. Il y a l'écoute à l'autre, mais l'écoute sincère. C'est pas l'écoute intéressée. Ce qu'on peut caractériser d'empathie. Et ça, c'est des notions. Alors, je suis pas psychologue, mais c'est des notions qu'on retrouve plutôt sur le genre féminin que le genre masculin. Même moi, si j'ai fait aussi mon analyse de développement personnel, je me suis aperçu avec mon histoire personnelle que j'avais plutôt une éducation masculine où un homme ne pleure pas. Mais finalement, j'ai découvert là en me libérant que en fait, j'avais aussi un côté bien féminin, mais que j'avais mis le couvercle parce que dans la société, on est dans des cases et un homme qui a des fragilités, c'est pas bien. Moi, j'assume totalement mes fragilités sans problème. C'est, je pense, aujourd'hui même une force qui permet d'être sincère et d'embarquer les gens derrière soi. Et je pense que les femmes ou les hommes qui assument ce côté un peu plus féminin, qui est au fond de nous, mais qui est caché pour certains ou refoulé, c'est complètement compatible aux enjeux sociétaux et environnementaux, parce que ça veut dire d'abord favoriser l'intérêt général. Et on retrouve ça évidemment dans Tribal. Ça veut dire que c'est une dirigeante qui est vachement attachée, qui peut pas être partout dans toutes les usines, qui veut faire société avec, évidemment, le DSI, mais qui veut aussi faire société avec la personne qui est sur la chaîne de prod. Donc, elle veut considérer tout le monde et pas écraser. Donc, elle veut embarquer. L'outil permet ça. Attaché aussi aux enjeux environnementaux de Tribal, minimiser l'impact environnemental, etc. Donc, ça, c'est des trucs de prendre soin. Il n'y a pas que l'argent comme raison d'être de l'entreprise. Et sur le numérique... Je peux faire une parenthèse? Bien sûr. Tu as parlé de prendre soin. Il y a deux personnes auxquelles je pense, que j'ai interviewées dans ce podcast. La première personne, c'est Mouna Aoun, la présidente du groupe KissKissBankBank, dont on est partenaire d'ailleurs avec Nouveau Récit. D'accord. Je salue Mouna et Lucie Gaudens, évidemment. Et dans notre échange, elle a évoqué le leadership féminin, qui est un vrai sujet. Sur aujourd'hui, devrions-nous nous orienter plus vers des organisations qui respirent et est incarnée par le leadership féminin? Et la seconde personne, c'est Grégory Pouy, podcasteur de Vlan et de Ping, qui travaille énormément sur ces thématiques du care, de prendre soin. Est-ce que d'ailleurs c'est des caractéristiques finalement de ce leadership féminin, de prendre soin? Et comment, dans des organisations qu'on va vouloir quand même plutôt mixtes, pas non genrées, mais en tout cas plus équilibrées dans la représentation des genres. On est quand même plus dans un 50-50 avec des entreprises qui sont gouvernées et managées plus par, encore une fois, un prisme équilibré, 50% de femmes et 50% d'hommes, même si le 50-50 n'est pas possible.
Il n'existe même pas dans la nature, on est plus sur du 50-48. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi pouvoir l'enseigner? Comment on fait pour l'injecter dans nos organisations, dans nos manières de penser, de voir, dans nos manières d'être aussi, d'éduquer, voire d'éduquer soi-même? Vraiment pas passionnant. Je vais te donner, moi, ma vision des choses, mon apprentissage. Et c'est un vrai apprentissage. Hein. C'est pas quelque chose qui est fini. Je fais juste une parenthèse aussi sur la dimension numérique responsable, éco-conçu. Tribal, c'est là, on peut être fier. Cocorico, je sais pas comment, Cocorico, BZH, tout ce que tu veux. C'est la première plateforme en France, au monde, donc, qui a été éco-conçue, qui a fait son analyse du cycle de vie, qui l'a publié à tout le monde, à la communauté. Voilà, c'est disponible, tout ça. Il y en a plein de chercheurs qui sont emparés. On va sur le site internet. Exactement, ça fait office de référence. Voilà, ça serait tellement chouette d'être davantage reconnu rien que pour ça, en fait. Je ne l'ai pas fait pour quoi que ce soit, rien d'attendre en échange, en fait. Hein. Donc, mais dans l'éco-conception de Tribal, j'avais pas mal regardé comment on fait. Je t'ai dit dans l'introduction, moi, c'est le collectif qui m'anime. Comment le tribal que je vais construire, c'est pas moi qui va dire c'est quoi la fonctionnalité qu'il faut. J'ai juste mon expérience, je veux juste fournir, moi, mon expérience. Mais j'ai réuni des gens que je connaissais pas. Et qu'en réunissant des gens que je connaissais pas, il y avait aussi mes associés, Sophie, David, qui étaient là à chaque fois, je pense, je me souviens plus, mais quasiment à chaque fois. Mais il y avait aussi des gens qu'on connaissait pas, mais il y avait toujours cette parité qu'on faisait attention. Il y avait des directrices RSE, et puis tu avais à avoir un étudiant de l'Université de Rennes. Donc tu avais cette parité. Parce que j'avais étudié comment il faut une parité aussi dans les équipes qu'on va réunir pour faire l'éco-conception, pour pouvoir prendre en compte ces dimensions féminines et que ce soit pas juste vu par des masculins égocentriques type personnes que je t'ai donné tout à l'heure qui vont inventer le numérique qui les intéresse avec les codes qui les intéressent, etc. Et donc du coup ça permet d'avoir une vraie prise en compte de l'expérience utilisateur et donc utilisatrice. Puisqu'on est 48-52 ou 52-48, comme tu disais. Donc ça, moi, souvent, je témoigne là-dessus dans toutes mes interventions. Et j'étais au courant déjà commun la semaine dernière à animer une table ronde sur la coopération. On a eu une question et monsieur Samuel, c'est quoi on n'était pas tout ça, on était 3 sur la table ronde. Et quelle est votre vision géopolitique du monde pour que ça aille mieux? Bon, la question un peu piège à la fin. Je dis, déjà, peut-être que si on avait un peu plus de femmes présidentes, on aurait cette dimension un peu plus, prendre soin de l'autre pays, prendre soin de l'autre, etc. Alors, c'est peut-être, on n'est pas prêt de l'avoir. Mais je pense que cette dimension féminine, c'est dans l'ADN et les traits de caractère, d'être plus orienté vers l'autre. Et nous, on l'a intégré dans l'éco-conception aussi. D'ailleurs, on a une femme qui est associée avec nous. Donc, elle a mis sa dose de féminité, Sophie, au début. Alors, c'est pas si débile quand on a une Sandrine Rousseau pendant la primaire des Verts, pour les présidentielles, sans être radical, c'est toujours pareil. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un de radical. Je suis nuancé et smart. J'espère que ça s'entend. Ça s'entend. Mais je ne t'associe pas à Sandrine Rousseau. D'ailleurs, et vous aurez compris. Apolitique, d'ailleurs. Et vous aurez compris d'ailleurs que j'aimais pas de jugement. Défendait un concept. Je ne le connais pas suffisamment pour en parler, mais tu nous permets de l'évoquer. Bien sûr. Par la manière dont tu le présentes. C'est celui d'écoféminisme. Parce qu'aujourd'hui, il faut concevoir davantage le monde. Tu as apporté ta réponse. Et ça reboucle avec ce sujet-là, d'écoféminisme, donc concevoir le monde à la fois de manière écologique et féminin. Tu vois ? À l'image de la société, en fait. À l'image de la société. Et en fait, tu vois, je reboucle sur le tribal. C'est exactement ça mon projet. Dans une entreprise, il y a de tout. Il y a des hommes, il y a des femmes. Environ 48-52, je pense. Sauf dans les boîtes tech. Mais d'où le désastre qu'elles nous font, les boîtes tech, y compris les boîtes tech françaises, qui mettent du Salesforce et du Slack et de l'intelligence partielle partout. Il y en a, je pense, à des entreprises pas très loin de chez nous. Parce que c'est pas start-up ou licorne qu'elles ont des considérations environnementales, sociales. Tout à fait. Elles veulent toutes gérer leur business et malheureusement comme elles l'entendent. Et c'est pas forcément comme on l'entend pour le bien commun. Et donc, il va falloir réinventer. Il va falloir qu'elles se remettent en question parce que si elles ne changent pas ce modèle-là, elles vont nous amener dans le mur, mais elles vont mourir parce que les entreprises qui ne re-questionnent pas leur modèle d'affaires vont mourir. Alors, elles auront peut-être fait beaucoup trop de désastres avant de mourir, mais elles vont mourir
Voilà, c'est de façon certaine. Et donc, dans les entreprises, on a tout ça. C'est exactement ce que tu as dit. Comme dans un pays, on a des hommes et des femmes, on a des gens qui ont fait des études, on a des gens qui n'ont pas fait des études. On a besoin de tout ça en entreprise. Il faut absolument faire société et que tout le monde puisse s'exprimer. Ça ne veut pas dire être d'accord. Alors après, souvent, en tout cas en France, c'est comme ça qu'on le défend. Aux États-Unis, c'est notre modèle, mais c'est celui d'avoir un régulateur, d'avoir un État fort qui met aussi des règles, qui légifère, parce que c'est aussi facile de se dire, en tout cas de laisser le libre arbitre à chaque organisation sa manière de fonctionner, et donc de dire écoutez, si c'est pas inscrit dans la loi, moi je vais pas désigner en fait un homme, et de toute façon nous en fait on est des fondateurs, et puis on met bien. J'aime pas ce que tu dis, mais j'aime bien le sujet. Si on a envie d'être 3 cofondateurs hommes, on le fait, et puis en fait on vous emmerde. En gros, aujourd'hui il y a quand même un principe en France qui est écrit au fronton de nos mairies, c'est celui de la liberté. Tu vois, et si on a envie de privilégier en fait nos intérêts perso, on le fait. Alors, je suis d'accord avec toi. Ça n'est plus viable, et individuellement et collectivement. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec ces crises. Au final, ceux qui arrivent à passer entre les mailles du filet s'enrichissent, et c'est très bien. Sauf que pour beaucoup d'autres, elles ne passent pas les fourches codiées d'une économie qui s'effondre, et à cause d'organisations qui sont malheureusement beaucoup trop décentrées vers la profitabilité et non pas vers une rentabilité globale telle qu'on pourrait l'imaginer et dont on discute maintenant depuis quelque temps. Mais maintenant, il y a les considérations de CSRD, effectivement, en fait, mais qui n'est qu'une finalement évaluation de l'impact financier et extra-financier des entreprises et des grandes entreprises. À quel moment on dira écoutez, on ne vous jugera plus que sur le pognon et votre impôt, mais aussi finalement sur l'impact que vous avez auprès de vos collaborateurs, de vos parties prenantes, de l'environnement, etc. Tu vois. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Moi, j'ai une conviction, en tout cas. Il y a un ras-le-bol là, sur tout ce qui est réglementation, CSRD, tout ça. Je le comprends. Moi, je fais moi-même des choses que je comprends pas, qu'on me demande de faire, le système. Moi, aujourd'hui, je suis de plus en plus, je crois de plus en plus que si on attend la réglementation pour sauver le monde ou pour faire société, on est mort. Et donc, je pense qu'il faut le faire par envie, parce qu'on est citoyen du monde, parce qu'on est père de famille ou maman. On ne l'est pas tous. Et oui, mais je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Et donc, j'espère qu'à travers ce podcast, il y a des gens qui disent la même chose, en fait. Ouais. Parce que je crois qu'on n'a pas le temps d'attendre d'être obligé de faire les choses. Si on est obligé de prendre soin des autres, dis donc, on va aller dans le mur, en fait. Alors, nous, peut-être pas, mais nos enfants, c'est sûr. Ouais, absolument. Et donc, moi, comment on fait tellement de lobbying sur ces réglementations, etc. Je vais prendre un exemple, parce que moi, je viens plutôt de la tech. Moi, c'est mon vécu, la RGPD. Alors, moi, j'ai discuté avec Thierry Breton souvent, d'ailleurs, dans toute humilité, mais on avait parlé avec lui du lancement de Tribal. On peut se féliciter de ce qu'il a fait, DSA, DMA, sur la réglementation pour légiférer sur les réseaux sociaux sur le territoire européen. Pour faire simple, c'est une nouvelle réglementation qui a été initiée par le commissaire européen Thierry Breton pour pouvoir réguler, mettre au pas les plateformes non européennes, elles sont toutes non européennes, donc sur le territoire européen. Donc on ne peut plus faire n'importe quoi. Ça reste une première étape, mais on peut s'en féliciter. Moi, je lui ai dit, en fait, bravo, ok. Mais quand vous mettez la réglementation, depuis 20 ans qu'on a mis la réglementation, la RGPD et tout ça, la CNIL, etc., c'est bien beau en France, on a des super réglementations, on est super bon pour ça, on a l'ADEME, c'est génial. Moi, je suis vachement fier d'être français pour tout ça. On montre au monde ce qu'il faut faire. Ouais. Et cette réglementation-là, elle n'a fait que renforcer la domination des GAFAM. Parce que la réglementation, elle sert à ceux qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà gros, qui ont les moyens d'avoir des avocats, des lobbying, et elle ne sert jamais les gens engagés, les entreprises à mission, ceux qui veulent amener une alternative. Et donc, nous, on est les champions du monde pour réglementer notre marché, pour permettre à d'autres d'encore plus devenir indispensables sur notre marché. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve profondément, en fait. Et il y a ce système, en plus, de déontologie en France qui n'existe pas en Allemagne ou dans d'autres pays européens, et encore moins aux États-Unis. C'est qu'on ne prend pas position. On ne prend pas position. Si je reviens dans le sujet de la messagerie instantanée, en ne prenant pas position pour des choses qu'on a fini de financer, par exemple l'éco-conception comme Tribal, et du coup, on ne dit pas que les autres solutions ne sont pas éthiques, elles nuisent gravement à la liberté et à la démocratie sur nos territoires. Et on a ce sujet de naïveté français, sous prétexte de liberté, de ne pas dire ce qui est bien.
Mais en ne disant pas ce qui est bien, on ne dit pas ce qui est mal. Oui, mais sauf que nous, on est capable d'augmenter le prix de la cigarette, on est capable d'interdire la publicité sur l'alcool. S'agissant de santé physique sur la cigarette et sur l'alcool, c'est acquis. Ouais. Mais sur la question ça a mis du temps, mais aujourd'hui, c'est vachement bien ça. Tu as raison. Et sur la question de la santé mentale, on fait rien. Ouais, mais tu as raison. Mais c'est juste que dans l'échelle du numérique, c'est plus les mêmes notions d'échelle. C'est même pas la même échelle en plus, tu vois. Parce que quand ça favorise le suicide des adolescents, tu vois, quand ça favorise. Je dis pas attendu que ce soit interdit pour arrêter de fumer. Tu vois ce que je veux dire. C'est bien, oui, mais sauf que t'es quand même marginal. Et les invités de ce podcast, malheureusement, en fait, sont un peu marginaux. T'es pas marginaux en marge de la société. T'es marginal parce qu'on te compte moins que celles et ceux qui n'ont pas cette conscience environnementale, je dirais pas éthique, mais tu vois. Et donc, sur la question de la régulation des réseaux sociaux, notamment, c'est une vraie question. Si on est capable de contraindre des industries comme celle du tabac et de l'alcool, je pense en fait qu'on est capable de le faire sur la tech. C'est une vraie bonne question. Je suis pas aussi certain que toi. Je pense aujourd'hui qu'on a vraiment intérêt à se rebeller sur le numérique. Parce qu'une fois qu'on sera tous dans la Matrix, vous l'avez vu le film ? C'est trop tard, hein. Qui c'est qui gouverne la Matrix, c'est fini. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup d'années devant nous. On n'a pas beaucoup de temps. On voit, il y a un léger sujet de démocratie locale en ce moment en France. Là. Et donc, quand est-ce qu'on se prend en main ? Et je vais vous le dire, c'est pas notre président qui va le régler, ni le prochain, et ni celui d'après. Moi, je suis convaincu que ça vient de nous, là. Absolument. Ouais. Ça vient des entrepreneurs sur le territoire. Moi, je suis sur mon territoire. Eh bien, je prends des risques. Clairement, je prends des risques. J'ai mis mes associations sur Tribal. Je suis allé voir la mairie. Elle m'a dit, évidemment, voilà. Et on essaye. C'est pas Tribal qui va sauver le monde. Mais sur mon territoire, j'essaie de construire quelque chose de différent. Et sans attendre que ce soit obligatoire. Que ce soit réglementaire, qu'ils se mettent tous d'accord sur la réglementation et les fichiers qu'il va falloir remplir. Les lobbying vont vachement nuancer. Voilà, donc je pense que on a tous une responsabilité de citoyens. Et en France, on veut trop attendre que ça vienne du haut et on se déresponsabilise sur quelqu'un qui va le faire à notre place. On va attendre que ce soit obligatoire. Ah non, levons-nous et marchons. TikTok, on sait que c'est mauvais, enlevons TikTok des téléphones de nos enfants. Ouais. Alors, tu vois, c'est un sujet dont on parle souvent ici dans ce podcast, c'est le triangle de l'inaction entre le consommateur, les organisations et l'État. L'État qui régule, les organisations qui proposent les services, et puis évidemment les consommateurs qui achètent ces services ou qui peuvent contraindre, ou en tout cas qui choisissent ces décideurs. Tu vois, il y a un moment qui doit prendre le lead. Moi, j'ai pas vraiment en fait de réponse à ça. Et on essaie justement de se dire, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que c'est probablement un peu tout le monde est responsable. Tout le monde essaie de se rejeter la responsabilité, mais tout le monde est responsable. On devrait trouver une sorte de concorde et que probablement le modèle démocratique dans lequel aujourd'hui on est, c'est-à-dire de descendre un petit peu les prises de décision, comme on l'a connu d'ailleurs avec la Convention pour le climat, mais dont malheureusement, en fait, l'impact des mesures n'a pas été à la hauteur des solutions proposées. Ça, c'est un véritable enjeu. Où vois-tu Tribal dans 5 ans? Et comment imagines-tu les choses évoluer dans ce secteur d'activité dans 5 ans? 5 ans, j'espère qu'on ne sera pas tous dans la Matrix. Ça peut arriver vite? Je pense que c'est 5 ans. Ouais. Je pense que c'est 5 ans, à moins qu'on démantèle certains... Mais si on ne change pas les fondamentaux... Tu parlais de la CEC, ça va permettre de répondre à la question, ou la Convention entreprise pour le climat. On essaie d'inventer à la Convention entreprise pour le climat des nouveaux modèles économiques qu'on appelle régénératifs. Les questions dans les filières qui se posent, les dirigeants, pour les premiers qui l'ont fait, ah non, mais moi je ne vais pas le faire. Si je le fais, je vais... Évidemment, je crois en tant que citoyen qu'il faut le faire, etc. Mais si je le fais, je vais perdre le marché, mon concurrent ne va pas le faire, etc. Et ouais, oui. Il faut du courage. Ouais. Le sujet, c'est celui-là. Il faut qu'on soit courageux tous. C'est une guerre. Alors voilà, on n'est pas là directement, Poutine n'est pas chez nous. Mais c'est ça le sujet. C'est une guerre, le climat, c'est une guerre, l'économie de la donnée. Thierry Le Breton, que j'ai écouté encore à la radio hier, c'est ces termes. C'est une guerre. Quand on est en guerre, il faut du courage. Ouais. Mais il faut du courage de dire qu'on est en guerre. Et on a de la chance. Pour l'instant, ça ne fait pas de mort, cette guerre-là. Mais nos enfants, le nombre de victimes, ce qui se passe dans nos villes, on le voit plus. Pour le coup, on est à Rennes tous les deux aujourd'hui, on voit ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce que sera Tribal dans 5 ans, j'en ai aucune idée. J'ai un business plan, il est forcément faux.
Je souhaite aujourd'hui, en tout cas, qu'il y ait de plus en plus, qu'on ait contribué en tout cas à sensibiliser. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a fait largement et on est reconnu pour ça et on continue à le faire et on voit bien qu'on est très sollicité pour ça. Qu'on ait de plus en plus conquis de territoire à l'échelle de l'Union européenne, puisque la plateforme elle est disponible à l'échelle de l'Union européenne, disponible sur la planète entière, mais on n'a pas d'équipe commerciale sur le monde entier, et qu'on puisse petit à petit, entreprise par entreprise, collectivité par les collectivités, c'est vraiment la stratégie de Tribal. De venir déployer, de montrer les différences. Et moi, j'attends qu'il y ait une vraie prise de conscience de nos élus, de nos chefs d'entreprise, de reprendre en main nos usages du numérique pour faire une révolution de nos usages numériques, mais sur nos territoires. Je crois que c'est sur le local, en fait. Association par association, entreprise par entreprise, mairie par mairie, collectivité par collectivité. Et c'est ce que je fais depuis 3 ans. Ouais, tu fais pas du développement commercial, tu fais du lobbying. Je viens expliquer. Tu viens expliquer. Je montre ce que ça va leur apporter en termes de performance économique dans leur portefeuille. Et comment on va enlever des licences Microsoft en plus. Et comment ça va permettre de faire société dans l'organisation. Et je le fais organisation par organisation. Et puis je passe de plus en plus à la radio. Donc dans 5 ans, je ne sais pas où on sera. Mais voilà, cet après-midi, il y a quelqu'un qui nous a demandé de traduire Tribal à Montpellier dans son entreprise, si c'était possible de le traduire en occitan. Tribal est traduit en breton aujourd'hui. On a même fait BZH, le Gonadu breton, l'emoji. On l'a même fait. Et donc, on est pour la liberté individuelle, même si je ne parle pas breton. Chaque culture a le droit d'avoir sa propre langue. S'il souhaite parler en occitan, en breton ou en corse, en basque ou bien autre chose. Je souhaite que Tribal soit la plateforme de communication numéro 1 en Europe le plus vite possible. Super, merci beaucoup Samuel. Tu as vu que lors de cette conversation-là, on n'est pas rentré dans le détail des défis planétaires, des enjeux climatiques. Il faut le faire. On l'a beaucoup fait déjà. Je pense notamment à un épisode avec Eva Morel de Quota Climat où on a discuté de la nécessité de placer les enjeux climatiques à l'agenda des médias. Donc c'est le combat de Quota Climat. Il y a cette ligne rouge climatique qui illustre bien qu'au final, ces nouveaux modèles répondent à des problématiques environnementales. On n'a qu'une seule planète et démocratique. Et qu'au centre, il y a ces enjeux de justice sociale. Il y a ces enjeux liés à la capacité d'entamer ces changements et proposer ces nouveaux modèles. Et c'est vrai que les entreprises comme Tribal en sont les meilleures illustrations, en réalité. Et il y a autre chose aussi que je trouve très intéressant pour finir cet entretien et cette conversation, moi que j'ai en tout cas adoré, je comprends mieux Tribal. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices comprennent beaucoup mieux Tribal et qu'ils seront une sorte de prescripteurs au sein de leurs entreprises, associations, collectivités, organisations publiques et parapubliques. Mais il y a autre chose, on a parlé beaucoup de tech. Évidemment, c'est le cœur de ton métier, mais avec 2 invités, je pense à Marc Battier et à Jean-Marc Potvin, qui ont été eux aussi des grandes stars de la tech et qui sont revenus à des activités qu'ils considéraient aussi d'une certaine manière comme plus fondamentales, d'une part dans l'agriculture et d'autre part dans l'inclusion sociale. Donc, comment place-t-on, c'est des sujets auxquels moi je m'intéresse beaucoup et qu'on va détailler aussi, c'est de quelle façon les technologies aujourd'hui en fait servent l'intérêt général. Tout à fait. C'est la chose probablement la plus importante. Donc je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, je peux te le laisser en tout état de cause. Je te remercie de ta présence pour cette conversation et longue vie à Tribal. Moi, un dernier mot, merci pour l'invitation et faisons alliance tous ensemble. Merci Samuel. Merci. À bientôt. À bientôt.